Ce matin, j'étais avec un journaliste Mediapart qui avait interrogé hier Maurice Vallot. Et hier soir, il y avait aussi à Hamon, nous avions France 3 Aquitaine. Voilà. Il y a la sensation que ça va se jouer très, très serré, je pense. C'est du second tour, de Radias, je sais pas. Voilà. Ah, il est très jeune, bonjour. Bonjour. On est placé, on va commencer. Alors, voilà. Donc, alors, d'accord. Bien. Bien, alors, je fais 20 minutes sur l'aménagement du territoire, la réforme territoriale. Ça peut paraître difficile pour certains, je vais essayer de simplifier. Normalement, j'ai un écran où je projette une vingtaine de diapos, donc ça ne marche pas. Excuse, bon. Donc, je vais essayer d'être clair sans support. Et puis, la deuxième partie, surtout l'avenir en commun, puisque nous battons pour l'avenir en commun et nous espérons que un certain nombre de députés pourront être une force d'opposition au programme de Macron à l'Assemblée. Donc, petite présentation, 5 minutes, il y en a qui se présentent 20 minutes. Donc, pourquoi, ce matin, il ressemble à me demande pourquoi je me suis engagé. Bon, je suis engagé depuis assez longtemps dans la vie publique, dans la vie associative. Et je suis fils de paysan, je pense comme ça, donc il faut voir la filiation, fils de paysan. Et donc, si j'ai pu faire des études, c'est grâce à une école qui existait, qui n'existe plus, et vous verrez un peu que ce serait bien, et ça rejoint une partie du programme de Jean-Louis Mélenchon, l'école normale. L'école normale nous permet de faire des études gratuitement. C'est pour ça que des fils de paysans et d'ouvriers pouvaient étudier. Ce qui n'est plus le cas. Mais nous proposons une allocation d'autonomie de 800 € pour tout jeune qui doit faire des études, enfin qui fait des études et qui doit s'insérer dans la vie professionnelle. Donc c'est cette allocation d'autonomie qui est vraiment pour jeunes. Et donc après je suis devenu professeur, donc j'ai enseigné au collège Saint-Sevé, où j'ai le plaisir de voir mes collègues et les élèves. Puis je suis devenu maire de mon village. Alors, oui, j'ai toujours été résistant, si vous voulez. Pourquoi? Parce que quand on vient du peuple, quand on veut apprendre, j'ai toujours été curieux, c'est vrai, il faut se battre. Le plus jeune âge, il faut se battre. C'est ensuite dans maire, et puis j'écris. J'écris pourquoi? Parce que ce qu'on vit dans une société en plein bouleversement est très difficile à comprendre, déjà pour moi. Donc j'essaie de comprendre d'abord pour moi, et puis j'essaie de le faire partager à d'autres. Et c'est mon combat en tant que président des maires ruraux des Landes, et donc maintenant dans le cadre de la France insoumise. J'ajoute rapidement, j'ai enseigné à Bordeaux, mais je n'aurais pas pu rester en ville. Je vis sur la ferme familiale. Je fais construire avec ma femme sur la ferme familiale, et donc voilà un peu l'accomplissement. Et voilà, c'est le combat pour le peuple de la base, aussi bien ouvriers, paysans que ceux que nous essayons d'élever par des études, par la culture, par la vie associative, tout ça forme tout. Et j'espère que cette élection vous permettra de faire valoir ces valeurs. Mon adjoint, ma suppléante, on dit remplaçante maintenant. Remplaçante. Changement de vocabulaire. Présente-toi. Comme suppléante, Josette Boulanger, j'habite Manas depuis 8-9 ans, donc je suis née dans on va dire région parisienne maintenant, parce que c'est à 100 km. Et c'est vrai que les transports, 1 heure de Paris. Donc mes parents étaient agriculteurs, et puis moi j'ai fait toute ma carrière à Paris, dans les transports publics, les bus.
RATP. Et puis toute ma carrière, j'ai lutté syndicalement, il y a eu une période politique aussi, engagement jusqu'au bout. Et puis après, j'ai fait un passage dans le Tarn, j'ai une maison là-bas, avec toujours aussi la famille dans l'agriculture. Et je suis arrivée donc à Mambas il y a 8-9 ans. Toujours plus ou moins un combat, toujours quelque part à mener, des valeurs à défendre. Et après, je me suis en 2012, j'ai été avec derrière Jean-Luc Mélenchon. Et puis là maintenant, je suis avec Philippe pour mener cette campagne. Dernier combat. Ouais, pas le dernier combat. Mais le combat qui va nous faire gagner. Et donc, j'évoquerai avec Émile, là, on s'est battu en 2003 contre la réforme des retraites de Fillon. Et on savait que cette réforme des retraites, elle serait le début d'un vieillissement de la population et des gens qui restent au travail plus longtemps, sans travail souvent, et donc après, ils ont des retraites décotées, etc. Ça vient de Fillon, 2003. Et on est resté sur ce mouvement quand même, de retraites qui font que il y a de plus en plus de gens qui ont des retraites de misère, qui se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté, par exemple. Bon, on va en parler après si vous voulez. Donc, la réforme territoriale, donc, elle est importante, même si les citoyens ne sont pas au courant. Bon, je vais quand même aller vite, je suis maire, donc je la vis. Ce qui est bizarre, c'est que les maires disent, on pense comme les critiques, comme ceux qui disent que cette réforme territoriale est catastrophique pour l'ensemble des communes, petites et moyennes, les grandes moins peut-être, et sur le terrain, c'est l'inverse qui se passe. Voilà. Pourquoi? C'est difficile à comprendre, mais c'est une des causes des problèmes de la démocratie. Parce que quand même, l'aménagement du territoire, c'est le vivre ensemble, c'est où est-ce que nous avons les relations humaines, sociales. Est-ce que c'est au niveau de l'échelon communal, ou de l'échelon intercommunal, ou départemental? Bon, on participe au département, mais le département aussi est mis à mal par cette réforme territoriale. Donc, et cette réforme territoriale permet de traiter de tous les problèmes, de nombreux problèmes. Elle a été mise en place, cette réforme territoriale, sous le mandat Hollande. Même si Sarkozy a commencé, mais c'est surtout sous le mandat Hollande. Et s'accomplit surtout à la loi NOTRe en 2015. Donc, elle n'est pas vieille. Et toutes ces réformes, c'est une histoire de concentration. Concentration vers les grandes régions, concentration vers de grandes intercommunalités, et cela entraîne que des territoires sont de plus en plus à l'abandon. Donc cela entraîne ce qu'on appelle des fractures territoriales. Des gens qui ne trouvent plus les relations qu'il y avait avant. Alors, on traite la mondialisation, la démocratie, les problèmes de démocratie qu'il y a derrière, les gens de plus en plus éloignés des lieux de décision. C'est de plus en plus démocratique, l'intercommunalité. Je parlerai aussi du point de l'école. Je me bats au niveau des conventions ruralité. Je vous en parlerai un peu. Donc j'estime que je fais en même temps une action d'information, parce que cela n'a pas été suffisamment dit, ou ça a été, disons, c'est resté dans l'ambiguïté. Les congrès des maires, d'un côté, tout le monde dit que on veut faire mourir les communes, et d'autre côté, après, tout le monde accepte plus ou moins les fatalismes qui se passent. Je pourrais vous citer, je suis en rapport avec le vice-président socialiste Léniel, le vice-président centriste. Ils disent la même chose que nous, qui critiquons cela, et de fait, ils acceptent qu'un rouleau compresseur entraîne les gens vers ce qu'ils ne veulent pas. Il y avait un salon des maires à Bordeaux au mois de novembre. Le président du Sénat, il n'est pas de notre côté, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que la loi NOTRe, qui est le dernier volant de cette réforme territoriale, c'était une réforme qui recentralise, donc dans une perspective jacobine, comme a toujours été la France, qui recentralise, et c'est une mauvaise réforme pour la ruralité, alors que la ruralité, elle a des possibilités de développement et de progrès. Tout cela fait que il y a un double langage
Et beaucoup ne veulent pas qu'il y ait, par exemple, des fusions d'intercommunalités. Ça a été le cas ici, entre CNCV, Jaune et HD. Donc, mais de fait, ça s'est passé. Ça s'est passé. Alors, bon, votre ressenti, vous pouvez me le donner, vous qui la voyez déjà à l'œuvre. Donc, cela se fait dans un grand déni de démocratie, parce que depuis 2014, à aucune élection, il n'a été proposé une information par rapport à cette réforme territoriale et à la loi NOTRe. Ni pour les élections municipales en général, ni les départementales, ni les régionales. Et vous voyez bien que pour les présidentielles, il est assez scandaleux qu'on ait mis de côté, c'est les médias qui l'ont voulu, qui ont mis de côté tous les problèmes qui se référaient au monde rural, au territoire à l'abandon, qui se référaient aux communes. Alors, je précise bien que ruralité, c'est pas quelque chose de restrictif. Là, je me réfère à Christophe Guilluy, un géographe dont on parle. Pour lui, si vous voulez, ce phénomène de concentration, de métropolisation, ce phénomène de métropolisation entraîne donc l'abandon de territoire. Et ruralité, c'est en fait tout ce qui est périphérique, périurbain. C'est la même chose dans les villes. Le maire de Sceaux, Philippe Laurent, me dit ce que tu racontes là, toi, dans le monde rural, c'est pareil, la ville de Sceaux par rapport à la grande métropole parisienne. Donc, cette réforme territoriale accentue l'idée que tout le développement économique, le développement des territoires doit venir du haut des territoires et peut-être ruisseler, on dit, ruisseler économiquement vers les territoires d'en bas. Alors que il y a des textes qui le disent, qui sont connus, bon, des élus en particulier, mais des textes il y a 2-3 ans qui disaient bien, il faut dissoudre les communes dans un millier d'intercommunalités. Donc l'objectif est fixé par les technocrates parisiens, c'est eux qui gèrent cette réforme, et ils vont arriver au bout de leur but. Je vais vous dire quelques exemples après. Alors, quelle est la vérité des chiffres derrière tout ça? Déni de vérité pour les chiffres aussi, parce qu'on fait croire aux gens qu'on fait des économies. Faire des économies, pourquoi pas, mais si c'est en montrant du doigt uniquement l'échelon des communes, c'est pas les communes qui coûtent le plus cher, je vous assure. Un chiffre simplement, je vous donne, le bloc communal, donc communes et intercommunalités, sont responsables de 9% du déficit de la France. Le déficit de la France, vous connaissez le chiffre? 2000 milliards, ce qui est énorme. Plus, voilà. On arrive à 100% de PIB, même on dépasse. Et on a été prélevé pour les baisses de dotation à hauteur de 22%. L'année dernière, il y a 2 ans. Donc ça veut dire que c'est l'État qui empoche la différence. Alors que c'est l'État qui est le premier responsable de ce déficit. Donc attention à ces idées simplistes de dire que c'est les communes qui créent trop de fonctionnaires, par exemple. Les fonctionnaires ont été créés au niveau de la région. Plus on gonfle ces régions, plus il faut créer des fonctionnaires. Par contre, on va écœurer les 500 000 bénévoles qui sont les conseillers municipaux, qui travaillent bénévolement. Et ça fait 500 000. Vous avez vu déjà qu'il y a un certain nombre de maires qui démissionnent. Le président des maires des Landes a démissionné il y a 6 mois, disant qu'il ne croyait pas à cette évolution technocratique de l'intercommunalité. Donc, ça se fait au détriment des gens de la base qui travaillent d'une manière généreuse pour leurs congénères, parce que voilà, ça a toujours été comme ça. La commune a une existence de 2 siècles. C'était une conquête révolutionnaire. On est en train de revenir là-dessus. Le département aussi est menacé. Vous avez vu, Macron, il parle de supprimer un certain nombre de départements, surtout ceux qui sont autour des métropoles, des villes. Les grandes villes disent que les départements urbains ne sont pas utiles. S'il vous plaît. Oui, vas-y, allez-y, pardon. Pardon de vous interrompre. Non, il faut. Est-ce que vous pourriez donner 1 ou 2 exemples de l'intercommunalité? Non, mais de la perte de capacité d'action au niveau de la commune,
avec la réforme en cours? Des concrets, si vous en avez. Parce que quand vous disiez qu'il y a une espèce d'automaticité, que ça crée des zones de déshérence, Oui. ça se joue où? À quel moment? Et nous, les maires, moi je suis maire d'une commune de 520 habitants, je pense que c'est la moitié des communes de France qui sont en dessous de 500 habitants. Donc nous n'avons plus de marge financière. Voilà. Donc nous serrons les budgets. Oui. Moi, si vous voulez, quand j'avais l'ATP, parce que j'ai quelques entreprises, j'étais beaucoup plus à l'aise que maintenant. Alors maintenant, l'ATP est devenue intercommunale et il y a de l'argent au niveau de l'intercommunalité, mais nous ne retrouvons pas les mêmes marges de manœuvre qu'avant. Ensuite, dans la loi NOTRe, c'est le transfert des compétences. C'est-à-dire qu'au prorata de ce que vous touchiez, ce qui redescend, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Et puis il y a la baisse des dotations. Baisse des dotations. Exemple, la DGF, dotation générale de fonctionnement, qui est notre principale dotation, un habitant, elle est calculée en fonction des habitants. Un habitant rural touche 65 €. La commune touche, mettons 500 habitants, on multiplie 65 par 500. Une commune de 50 000 habitants, c'est le double. Donc nous, les maires ruraux, nous disons que c'est très normal. Donc voilà ce que nous demandons aussi. Après, il y a le transfert des compétences qui est nous n'avons plus de marge de manœuvre pour l'urbanisme. Tout ça est décidé au-dessus, au niveau de l'intercommunalité. Et nous ressentons, si vous voulez, que tout ça fait partie du même moment. Les habitants vont de plus en plus être concentrés à cause de la loi ALUR. Vous avez entendu parler des PLUI. Plan local d'urbanisme intercommunal, fait que alors il y a de bonnes raisons, c'est économiser les terres agricoles. Mais le résultat va être la désertification des zones, des hameaux, des zones de quartier et des petites communes. Nous, par exemple, Carcarès, progression pendant 10 ans, 3%. Tartas, 15%. Donc ça veut dire que les gens, alors les villages, c'est un engrenage. Les villages, moins de commerce, sinon plus de commerce, plus de possibilités de construire, les agriculteurs de moins en moins nombreux, donc, alors, on va être une zone dortoir, quoi, si on est proche d'une ville. Mais beaucoup de villages, beaucoup de maires savent que leur village est sur la pente descendante. Voilà, exemple. Alors, transfert de compétences, après il y a le problème de l'école. Problème de l'école, donc, convention ruralité. Moi je me bats là depuis 6 mois avec la FSU et FO. Convention ruralité, donc c'est Madame l'agent de Belkacem qui a proposé ça il y a 1 an. Quand les communes auront moins d'élèves, normalement il y a risque de suppression de classes et de postes. Et le but derrière, c'est de faire des économies de postes. Parce que la convention en réalité, c'est la proposition de Mme l'agent de Belkacem, un donnant-donnant. Écoutez-le, ce donnant-donnant. Pendant 3 ans, on maintient les postes dans un endroit. Après, on a déjà l'exemple du Cantal, qui est le premier département qui a signé. Le Cantal, maintenant, on supprime les postes au fur et à mesure chaque année. À condition que les conseils départementaux, le conseil général, suppriment les RPI de 2 à 3 classes. Dans les Landes, 52% des écoles ont 2 à 3 classes. Donc c'est une incitation et c'est montrer aux gens que c'est pas peine de se battre pour son école, quoi. Puisque il faut regrouper les écoles autour du collège. Alors, il va falloir construire au niveau d'un collège référent des bâtiments et laisser tomber des bâtiments dans les petites écoles. Donc voilà un peu aussi et la compétence scolaire qui a été prise, mettons, Mont-de-Marsan et R ont pris la compétence scolaire des communes. Donc qu'est-ce qui reste à gérer dans les communes? Presque plus rien. En plus des problèmes financiers. Voilà, vous voyez un peu. Et c'est pareil au niveau du département. Le département n'a plus la compétence économique, c'est la région.
Donc le département, il est dépouillé aussi. Donc, le département, c'est la solidarité sociale. C'est uniquement c'est ça qui lui reste, quoi. Donc, toutes ces réformes n'ont pas été proposées démocratiquement, je peux le dire, déni de démocratie. Les gens n'ont pas connaissance. Ces élections présidentielles, est-ce qu'on va parler de ces problèmes-là? Non. La salle, Jean Lassalle en a parlé un peu, et voilà, Jean Lassalle, il est très typé, quoi, comme candidat, mais pour les médias, il est tabou de parler de ça. Et j'ai été choqué quand même ce matin que le journaliste de Mediapart ne soit pas au courant de ce qu'était la loi NOTRe, alors qu'elle a moins de 2 ans. Donc vous voyez bien comme personne ne suit tout cela. Alors qu'est-ce que c'est cette réforme territoriale? Bon, j'ai parlé de la métropolisation, c'était la loi MAPTAM, j'insiste pas. Les régions, vous avez vu, 14 régions, 14 métropoles. Cela va entraîner la concurrence entre les grandes villes. Mais même des villes qui ne sont pas vraiment métropolitaines, qui veulent le devenir. Deuxième loi, l'urbanisme, loi LUR, vous en avez parlé. Et troisième loi, la loi NOTRe, 2015. NOTRe veut dire Nouvelle Organisation Territoriale de la République. La loi NOTRe, c'est le transfert des compétences, je vous en ai parlé. C'est la mutualisation. Alors je vous réponds. Mutualisation technique, pourquoi pas? On a mutualisé la voirie. Très bien, sinon. Mais le but du schéma, il y a un schéma de mutualisation qui est au-dessus de nous, c'est de transférer peu à peu nos employés communaux vers l'intercommunalité. Donc on va recréer des fonctionnaires là. Bon, on dit qu'on va en créer moins que ceux qu'il y avait avant, mais ça nous dépouille. Sans les 2 ou 3 employés communaux, nous, on n'a plus rien. Donc, pour moi et pour beaucoup de maires, les communes sont mortes. À travers tout ce schéma, à travers cette volonté technocratique de tout concentrer. La loi NOTRe, alors, les fusions d'intercommunalités. Voilà, fusion. Il faut fusionner, grossir. Ça, c'est l'idée que tout doit se passer dans de grosses collectivités. C'est l'idée, allez, j'utilise un peu d'anglais, the big is beautiful. Donc tout ce qui est grand, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, la loi NOTRe fixait le seuil de grossissement à 15 000 habitants. Les maires ruraux est allés manifester à Paris. 2 ans. Et quand la télé a montré les casques, les CRS devant nous, c'est sûr que c'est ça. Ils ont monté le seuil à 20 000. Mais on s'est quand même fait avoir. Donc, il y a quelques dérogations, mais c'est pour ça que CNCV, les 3 ont fusionné. Il y a eu d'autres derrière. Amou s'est sauvé. Pour l'instant, il n'a pas fusionné. Mais, prenez l'exemple du Pays Basque. Ils ont fait une communauté d'agglo, vous savez, 300 000 habitants, et 300 communes, 150 communes du Pays Basque. Il y a un autre projet là aussi. C'est l'autonomie. Bah oui. Bien sûr. Ils ont obtenu, grâce à la loi NOTRe, ils ont obtenu l'autonomie. C'est un autre contexte là. Bien sûr. Mais il y a 11 grosses intercommunalités en France, dans le Maine-et-Loire, il y en a à Cherbourg par exemple, chez Cazeneuve, ils aiment les gros trucs. Donc comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent dans une nébuleuse technocratique où c'est géré on ne sait pas où, ou pour avoir une réparation à son école, il faut faire un dossier. Bon, voilà. Alors le Pays Basque, effectivement, l'autonomie qu'ils n'ont pas eu jusqu'à maintenant, ils l'ont eu financièrement et ils espèrent avoir justement. Voilà. Mais ça crée un gros déséquilibre pour le département des Pyrénées-Atlantiques. On va voir ça. Le Béarn, là, qu'est-ce qu'il fait le Béarn, il est écrasé par la grosse communauté d'agglo, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, etc. Vous êtes d'accord avec ce que je dis là par rapport à ça? Oui, je vous suis, oui, tout à fait. Oui. Voilà, les grosses intercommunalités. Et alors, il suffira qu'un ministre encore plus pour l'austérité, qui dise on va suivre l'exemple de ces grandes intercommunalités de 300 000 habitants. Ça marche. Ça marche à peu près. Et donc, allons-y, quoi. Donc, suppression des communes au fur et à mesure. Est-ce que la loi NOTRe a des incidences sur les entreprises? C'est une incitation à grossir. Sur le travail. Madame le maire de Mont-de-Marsan constate, c'est lié à la métropolisation, constate que quelques entreprises de Mont-de-Marsan
eh ben, elles veulent aller vers des clusters, des groupements d'entreprises, vers la métropole. Parce que c'est là où ça va se regrouper l'intérêt économique. On voit l'effet sur la de Mont-Marsan avec le Grand Moon. Et après, problème commercial avec les hypermarchés qui vident les centres-villes, concentration agricole, des délocalisations industrielles. Et puis après, je vous ai parlé des concentrations au niveau de l'école. Et puis il y a les déserts médicaux, concentration au niveau de... Tout ça lié, vous voyez. Tout ça, c'est de l'engrenage. Et tout le monde parle. Moi, ce qui m'énerve quand même, c'est que tout le monde parle des problèmes de ces territoires ruraux, ou périphériques, qui souffrent, qui vont souffrir, et qu'on fait comme si on oubliait aussitôt après, quand on agit, on oublie aussitôt après que ça existe. Les déserts médicaux. Si vous voyez une carte, dans le sud-ouest, il y avait une carte il y a 2 mois, on voyait très bien, à gauche, tout sur le littoral atlantique, c'est là où le nombre d'emplois augmente, plus. C'est là où les médecins se concentrent. Alors qu'à l'est, le Tursan, le Gabardin, ça va se restreindre. C'est des moins. Au niveau agricole, si vous voulez aussi, une réunion il y a pas longtemps au pays, là, dans notre circonscription, qui est avant tout rurale. C'est des bons ruraux, c'est un sevé, c'est un bon rural, c'est pas vraiment urbain, bien sûr. Donc c'est ça le problème quand même. Donc depuis 10 ans, il y a moins 22% d'agriculteurs dans notre circonscription. Ils prévoient la même chose dans les 10 ans. Donc je parlerai après de l'agriculture si vous voulez, mais c'est un problème quand même grave, cette hémorragie de beaucoup de choses qui fait que tout étant lié, voilà, je vous dis aussi, moi en tant que maire, je sens que le tissu social se détricote peu à peu. Que les gens viennent au village uniquement pour habiter, mais qu'il y a plus la vie villageoise. Et je pense qu'en les quartiers urbains, c'est pareil aussi, il y a moins de vie. Bon, c'est le mode de vie aussi, vous sachez bien. Mais il faut avoir conscience que ça entraîne. Alors on peut dire, les théocrates disent, mais c'est les jeunes qui veulent que tout soit concentré et tout cela. Mais bon, il faut voir derrière. Alors moi, je vous conseille de lire Christophe Guilluy et Marcel Gaucher, je suis en contact avec eux. Christophe Guilluy parle de la désaffection des couches populaires dans ces zones à l'abandon à cause de ce phénomène de métropolisation. Lui, il l'a étudié en géographe. Donc tout ça, c'est objectif, bien sûr. Et bien sûr, que faire? Oui, il faut se battre. Il faut dire d'abord non. Alors, nous, le programme de Jean-Luc Mélenchon, donc c'est pour ça est-ce que j'ai le texte que je projette là, je ne sais plus, non. Donc bien sûr, moi j'ai trouvé dans le... Donc vous savez que la France Insoumise, c'est 40 livrets que vous trouvez sur Internet. Allez-y, et il y a un livret aménagement du territoire, et j'ai trouvé, moi, exactement mon analyse par rapport à cette évolution. Donc nous demandons, donc si je suis élu, première chose que je demanderai, c'est de demander l'abrogation de la loi NOTRe, qui nous entraîne là où on ne veut pas aller. Donc, concentration d'un côté, et puis désertification de l'autre. Et tout ça n'est pas bon pour l'ensemble du territoire. Alors je ne dis pas que l'intercommunalité est mauvaise par principe. Donc j'ai parlé de la voirie, le CIAS, Centre intercommunal d'action sociale. L'intercommunalité, c'est faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc bien sûr, pour créer les aides à la personne, à l'indépendance, c'était indispensable de s'unir. Bon, j'ai eu pour l'étape, avec tous les styles, je ne sais pas si on peut de la culture. Je sais bien, mais bon, si on veut être correctement au courant de ce qui se passe, il faut un peu suivre ça. Autrement, on ne comprend pas. Moi, je ressens depuis 10 ans une rupture de société avec le numérique en particulier, qui fait que le numérique entraîne encore plus, je crois, ce phénomène de concentration, du commerce par Internet, donc tout ça fait que on sent bien, il y a des choses graves qui se passent,
qu'une rupture de société, et qu'il faut prendre tous ces problèmes à bras le corps. Et un maire, petit maire, qui fait ce qu'il peut, mais depuis le local, nous on se bat pour des choses qui paraissent pas importantes, mais qui rejoignent les grands problèmes. Moi j'ai une petite zone artisanale, la fibre optique, je suis concret. La fibre optique dont on parle, dans ce fait les gorges chaudes, la fibre optique coûte très cher. Donc on va l'amener au centre-bourg, ou là où il y a des zones économiques. Eh ben, moi je vais avoir la fibre optique au centre-bourg Carcarès, alors que la zone de Chirolin, vous connaissez la zone de Chirolin, voilà, eh ben, je vais pas la fibre optique. Malgré mes plaintes, ce qui fait que j'ai une entreprise qui est partie déjà. Donc là aussi, la fibre optique entraîne cette concentration. Après, ben, il faut se battre pour l'urbanisme, il faut se battre pour avoir un distributeur de pain. C'est parce qu'elle est mal posée. Là, dans l'exemple, c'est parce qu'elle est mal posée. Parce que si elle est harmonieusement répartie, la fibre optique, au contraire, ça permet de rester pour développer un certain nombre de Mais elle ne va pas jusqu'à cet endroit. elle va pas à cet endroit parce qu'elle coûte trop cher. Oui, mais donc c'est pas la fibre optique qui est en cause, c'est la manière dont elle est déployée. Et il faudrait qu'elle soit beaucoup plus... il faudrait qu'elle soit amenée là où elle est utile. C'est comme pour les transports quand ils ont enlevé les... Pardon ? C'est comme pour les transports quand ils ont enlevé les TER, des trucs comme ça. Oui. Parce que justement, maintenant, ils font plus que dans les grandes villes, là où c'est rentable. Alors voilà. Non, mais elle me tend la main pour les cars Macron, quoi. C'est tout, les cars Macron. Les cars Macron, c'est l'ubérisation, c'est... alors voilà, Macron, c'est l'ubérisation. Les risques, ces cars Macron, ils ont dépouillé la SNCF, qui a fait un système de là, et puis tout le monde y perd. Parce que les nouvelles compagnies, j'ai pas l'impression qu'elles s'en sortent beaucoup. Elles sont pas bénéficiaires. Donc voilà. Ça fait longtemps, ça a été lancé pas mal. Ça fait là, oui. Donc, c'est une continuité aussi de politique qui font qu'on en arrive là aussi. Ça fait longtemps que ça a été mis en place tout ça. Pour privilégier les axes routiers et pas les... Oui, ouais. Et puis maintenant, on parle de privatisation des lignes de la SNCF, privatisation à laquelle Boris Johnson travaille. Donc c'est... voilà, il y a un mélange de tout ça, mais le grand phénomène, c'est alors, qu'est-ce qui commande tout ça? C'est la mondialisation dite heureuse pour les élites, les classes qui vont en profiter. Les grandes villes, c'est tout bénéfice pour elles. Mais derrière, nécessairement, ça va être à la traîne. Allez-y. Tout ce que vous dites, c'est très intéressant et c'est pertinent, mais je pense qu'il faudrait compléter en disant que tout ça est amplifié aussi par le changement de société et de mentalité des jeunes. Je prends un exemple précis, les déserts médicaux. Ici à Saint-Sevé, il fait quand même bon vivre, on n'est quand même pas complètement isolé, on n'est pas au cœur du Cantal. Donc, moi j'ai en tête l'exemple précis avec les cabinets de kinésithérapie à Saint-Sevé et aussi dans d'autres villages environnants, des kinés que je connais, qui ont galéré et bataillé pendant des années. Ils avaient 2 à 3 emplois de libres et ils n'arrivaient pas, ils avaient beau faire des conditions les plus avantageuses possibles. Les jeunes qui venaient, et c'est pareil pour les médecins, ne veulent plus, c'est la mentalité, ils ne veulent plus s'installer et acheter une bien. Donc, ils viennent faire des remplacements ici l'hiver et sur la côte pour pouvoir aller faire du surf. Bon, c'est pareil avec la montagne. Voilà. C'est-à-dire qu'on a maintenant des générations qui n'ont pas du tout envie de s'installer ni de s'investir au niveau relationnel avec une patientèle. Je parle pour ce domaine-là, mais je pense qu'on peut l'appliquer pour d'autres domaines aussi. Et donc, ceux qui voient, bon, ils gagnent bien leur vie comme ça, tant qu'ils ne sont pas mariés, qu'ils n'ont pas d'enfants, bon, on est d'accord. Voilà. Donc, on fait des remplacements à droite, à gauche, voilà, et ça suffit. Et pendant ce temps-là, les déserts médicaux s'installent. Et je peux vous dire, pour ces cabinets de kiné que je connais, ils ont galéré plusieurs années pour arriver à avoir des collaborateurs à un minimum stable. Voilà. Après, déserts médicaux ici, on vient d'ouvrir il y a 1 an, ils ont construit à grands frais. Maison de santé, ouais. Et voilà. Alors moi, naïvement, j'ai été très naïve, je me suis trompée.
Je pensais que c'était pour attirer de nouveaux médecins, puisque tous ceux qui sont encore à exercer ici ne sont pas loin de la retraite. Eh bien non, ce sont tous les anciens qui s'y sont installés. Voilà. Donc le problème reste entier. Et il ne suffit pas non plus de construire à grands frais des bâtiments pour avoir les gens qui viennent dedans. Au nord de Mont-de-Marsan, il y a un exemple comme ça d'une petite commune qui a dépensé beaucoup d'argent pour des locaux qui sont restés vides. Bien sûr. Donc il y a un problème sociétal aussi. C'est mon analyse. Qui est très D'ailleurs, important. Ça rebondit sur ce que vous disiez avant, c'est que le problème c'est le chapissement à la queue, parce que plus on désertifie les petits villages, moins il y a d'intérêt aussi. Bien sûr, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et on en a parlé hier au soir à Amou, il y avait le maire d'Amou qui est médecin. Moi j'ai parlé le congrès des élus à Bordeaux, il y avait une table ronde autour des aires médicaux et des émissions de santé. Le président de communauté de communes du Lot-et-Garonne a créé une maison de santé. Qu'est-ce qu'elle a vu passer devant sa porte? Des médecins qui cherchaient le maximum d'avantages pour eux, pour leurs femmes, etc. Finalement, aucun médecin. Question au président de l'ordre des médecins. Elle pose la question. Monsieur président de l'ordre des médecins, que pensez-vous de cela? Réponse, nous sommes des libéraux, on ne doit pas revenir sur ça. Au contraire, Jean-Jacques Dormaillet hier au soir, lui, il n'a pas fait maison de santé, mais sans cabinet médical, il a réussi à rester à un niveau humain, à trouver des médecins, à construire l'avenir de son cabinet médical. Sans passer par cet hypermarché médical. À Tartas, on veut faire la plus grande maison de santé d'Aquitaine. Tout le monde se précipite. Et après, tout autour sera désert. Donc c'est vrai que c'est une histoire de mentalité, d'état d'esprit, de gens qui veulent tous les avantages et qu'ils vont aller, comme tu disais, là où il y a la patientèle, la vie, quoi, la vie. Non, mais c'est vrai que moi j'ai pas culture chaîne, mais c'est vrai quand on a des enfants, on va pas s'installer à. Mais bien sûr, tout ça est complexe. Mais c'est vrai que le gouvernement Hollande, il a obtempéré au lobby médical. Même le maire de droite, d'Amou, d'autres médecins le disent aussi. Pourquoi pas ne pas imposer aux médecins quelques années d'exercice dans les déserts médicaux à proportion d'un certain nombre d'années d'études, comme les profs. Donc, des solutions. Non, parce que c'est vrai qu'il y a effectivement des phénomènes sociétaux, il y a des problèmes sociétaux, mais si je me place au niveau de la jeunesse, parce que je travaille avec des jeunes et qu'on a bien vu qu'aux élections présidentielles, il y a quand même un niveau d'abstention concernant la jeunesse, je pense qu'on la consulte pas assez, cette jeunesse aussi, et si on les voit peu présents dans les sphères politiques aussi, c'est qu'il faut se re-questionner, et on aurait tout intérêt à créer plus d'espace, même dans les campagnes, pour les solliciter, pour les consulter, parce qu'effectivement, il y a des transformations, la société se transforme, vous parliez du numérique, on ne peut pas nier ce phénomène, on ne peut pas non plus l'écarter, parce que ça fait partie des pratiques contemporaines. Comment, à partir de ces pratiques, on impulse de la dynamique, et comment on refait vivre nos villages. Nous, on est quelques familles, on est revenus à Saint-Sevé, on a fait nos études, on a été amenés à bouger, on est revenus parfois dans nos villages. Aujourd'hui, on en demande vraiment de redynamiser nos villages, nos campagnes. Alors la loi NOTRe, elle va complètement à contresens de nos attentes, puisque effectivement, si on supprime les échelons de proximité, on sera moins consulté, encore moins consulté. Donc c'est vraiment aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut pour être plus pris en compte et refaire vivre cette jeunesse qui aussi va dynamiser les villages. Tu introduis la deuxième partie, l'avenir en commun, et l'avenir en commun est un programme pour la jeunesse. C'est ça, c'est pas tout à Bien fait sûr. grand bâtiment. La vieille-garde que je suis grand-mère, je dirais que le pouvoir, ça se prend la parole aussi. Moi, j'appartiens à la génération qui est descendue dans la rue, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, et j'ai pas arrêté de militer et d'user mes semelles. Bon, et donc, il faut arrêter de pleurnicher et il faut se battre. La vie, c'est un combat et c'est un rapport de force. Bon, et les jeunes qui ne comprennent pas ça,
Eh bien, effectivement, bon, voilà, il ne faut pas attendre tout cru, on n'est pas dans un monde de bisounours, il ne faut pas attendre tout cru. Alors, mon cher petit, qu'est-ce que tu veux? Oui, tu as raison, on va te le donner. Non, c'est pas ça. On construit sa vie, bon, et si on n'est pas content, on le fait savoir et on se bat. Voilà. Mais ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes des insoumis à cause de ça. Mais bien voilà, sûr. mais Bien voilà. sûr. C'est moi, pourquoi je voulais rejeter la faute sur la jeunesse. Je peux pas culpabiliser la Non, jeunesse. on est bien d'accord. C'est ça, non, parce que. On est bien d'accord parce qu'il y en a qui aussi. sont... Parce Bon, que c'est les- pas facile. Excusez-moi, madame, les 68 arts, nous on descend dans la rue aussi, on livre nos Mais on est semaines, d'accord. on les use peut-être On est différemment d'accord. aussi. Il y a des nouvelles formes qui sont Je créées. suis d'accord. Il faut Mais on- surtout pas justement créer ces fractures entre générations. Je ne Bien le sûr. fais pas. Écoutez, moi j'étais enseignante plus de 40 ans. Donc voilà, avec tous les âges. Hein. J'ai fait 13 établissements. Donc je crois que les jeunes, je les connais, je les ai fréquentés. D'accord. Bon, donc je ne veux pas créer ce machin. Mais bon, on peut les aider, on est là pour ça. Mais il faut aussi qu'ils se prennent un peu par la main. Et je voudrais rajouter autre chose dans le... Comment dirais-je, la modernisation de notre société qui nous échappe un peu. Moi j'habite à Montaut, il y a 600 habitants, à peu près ça. Ça fait 40 ans que je suis dans ce village et il fait bon y vivre parce qu'il y a encore 3 générations à peu près qui y vivent. Donc il y a un esprit de corps, une solidarité, voilà. Et le jour des fêtes patronales, on fait un grand repas dans la rue, il y a 700 personnes, bon, voilà. Et voilà, donc ça crée une ambiance très particulière où tout le monde se connaît. Mais je vois bien que ça, c'est en train d'évoluer par la force des choses. Parce que les plus jeunes, et heureusement, ont maintenant la possibilité de faire des études supérieures, et il faut s'en réjouir, n'est-ce pas? Donc, ils vont aller, comme vous le dites, à Bordeaux, Toulouse, etc., faire des études et les réussir, on leur souhaite, mais ils n'ont pas tous, ben oui, mais ils n'ont pas tous la possibilité de revenir vivre ici, travailler. Ils n'ont pas même tous s'ils cette veulent. trajectoire aussi, ils n'ont pas tous cette possibilité d'aller faire des études. Non, Il y a mais quand même une enfin, paupérisation de la jeunesse. Il y en a quand même beaucoup qui L'accès aux partent. études, elle est de plus en plus difficile. Enfin, il y a quand même... Non, ça c'est pas vrai. Bon, allez. Donc, on peut parler de l'enseignement, de la culture après, mais on n'aura pas le temps de parler de tout. Mais donc, nécessité de ne pas accepter l'ordre des choses, de ne pas se soumettre. Il y a des choses inacceptables. Moi, je le vis au niveau communal, au niveau général, au niveau de la culture, au niveau de tout. Monsieur Doris. Oui. Moi, alors peut-être que c'est dans la deuxième partie, je vais peut-être anticiper, m'en excuser. Ce que je veux dire, c'est qu'avec la démonstration que vous avez faite de cette concentration, qui répond à une logique, il faut bien comprendre que la logique... Financière. Oui, elle est financière, mais elle n'est pas que financière. Elle est financière, parce que vous n'avez pas la mondialisation. La mondialisation s'applique à l'Europe et à la France. Donc ce que veut l'Europe, la France doit le faire. La France doit se concentrer en région, les départements supprimés, plus de communes, des grandes communautés d'intérêt qui seront les communautés de communes. Bref, je crois que tout le monde a compris ce schéma. Mais ça aboutit non seulement à des résultats d'économie financière pour le service public, mais ça donne des possibilités d'ouverture de marché au secteur privé. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que l'État investit moins, l'État dépense moins, les communes dépenseront moins, et ça sera remplacé, c'est-à-dire que les services publics n'existeront plus en clair, les services des territoires, il n'y en aura plus, et ça sera le service privé qui le fera. Je n'ai rien contre le service privé, je veux dire que les tarifs ne sont pas les mêmes. Tout le monde est au courant de la différence entre le tarif public et privé en hospitalisation par exemple, ou dans l'éducation aussi, par exemple. L'autre aspect, me semble-t-il, qui est peut-être, sinon le plus dangereux, pour moi, un des plus dangereux d'un point de vue sociétal, c'est la perte de démocratie. Parce que cette concentration-là nous amène à une perte complète de vraie démocratie, avec un grand dé participatif, avec un renforcement et un développement de la démocratie représentative. Prenons l'exemple d'une communauté de communes par rapport aux communes. Aujourd'hui, siège dans la communauté de communes, la grande communauté de communes du canton de Saint-Sevé, de Jaune et d'Agetebourg, le maire. Il n'y a même plus d'élection au niveau du conseil municipal pour savoir qui ira siéger. Même plus au conseil municipal, pas d'élection. Le maire d'office. On dirait qu'il est élu. Oui, certes, il est élu. Mais avec lui, il y a tous les conseillers municipaux et les adjoints qui sont élus. Les adjoints sont encore élus. Donc le maire va siéger 73 représentants pour cette grande communauté de communes ici, un représentant par commune. Enfin, 2 pour les grandes communes, un peu plus pour Saint-Sevé. Donc
on voit la différence. Donc, où est la démocratie là-dedans? Autre exemple de perte de démocratie, les communes votent un budget communal normal, donc elles votent jusqu'au mois de mars à peu près avril pour voter, elles votent un budget communal. Avant le vote du budget communal, on nous explique que la nouvelle communauté de communes devrait modifier la répartition alors, de l'allocation de compensation dont tu parlais, qui est l'ancienne taxe professionnelle, et va modifier aussi les taux d'imposition locale, donc décidera de ces taux. Et on nous demande de se prononcer sur une décision de la communauté de communes. Parce que la communauté de communes a siégé, mais ça doit être validé par les conseils municipaux. Donc on nous demande de voter en conseil municipal de chaque commune le budget de la communauté de communes. Sauf que nous, on n'a pas voté on va voter notre budget sans connaître les taux qui seront appliqués. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. D'accord? Un maire décide de son budget, il ne sait pas ce qu'on va lui donner ou ce que va lui prendre la communauté de communes. On lui demande de voter son budget. Et on lui demandera de se prononcer sur le budget de la communauté a posteriori. C'est-à-dire que ça va être décidé à la communauté, on demandera aux conseils municipaux approuver voter, mais il ne décidera rien, il votera, qu'il vote pour ou contre, ça ne changera rien du tout. D'accord? On a voté, par exemple, on s'est prononcé sur les contours de la communauté de communes. Vous votez contre, nous ça n'a rien fait du tout. Le préfet a décidé que ça serait comme ça, c'était comme ça. D'accord? Ça, c'est un des aspects de la loi NOTRe. Enfin, je dis que ça, c'est gênant. C'est un des aspects gênants. Tu me le donnes la même par rapport... Je termine simplement pour donner un autre exemple de concrétisation de cette perte d'autonomie et de moyens Démocratie, bien sûr. et de moyens au niveau des communes, je veux dire, c'est clair. La logique d'économie financière qui est derrière, je crois que c'est vous qui l'avez dit, c'est une économie de rationalisation d'objectifs de réalisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'emmener la fibre optique dans toutes les communes, puisqu'on va regrouper les communes. Donc elle ira que, je schématise, mais c'est presque ça. On va l'emmener dans un seul endroit. Les routes, on n'a plus besoin de développer les grandes routes. Les petits chemins suffiront pour aller partout dans les communes. D'accord? Les voies de communication, que ce soit Internet ou autre, tout sera comme ça. L'électricité, c'est pas la peine d'amener des gros fils avec beaucoup d'électricité. Comme il n'y aura rien, il n'y aura pas d'industrie, donc on se contentera de la base de la base. Voilà. Donc c'est ça la logique qui est derrière. Bien sûr. Donc c'est une logique pratiquement de désertification en marche. Bien sûr. Pratiquement de désertification en marche. Alors, quand on dit ça, on a l'impression d'affoler, de dire mais vous exagérez, mais je pense qu'on n'exagère pas. Tous les signes. Au niveau de l'habitat, on va concentrer l'habitat. Vous avez parlé du PLUI. Bon. Les communes avaient encore la possibilité de faire des PLU, des plans locaux d'urbanisme. Sauf que les PLU des communes étaient encadrés. Les communes ne faisaient pas ce qu'elles voulaient en matière de PLU. On leur disait ce qu'il fallait faire. On déterminait un territoire et on disait vous pouvez construire ici, mais vous ne pouvez pas construire là. Ça veut dire que vous concentrez votre habitat. C'est qui on leur disait. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Et c'est le préfet qui représente la loi et qui vous oblige ça. Présenter un PLU, je donne un cas concret. Sur notre commune, à Ruisse, voilà, des agriculteurs ont des espaces à construire qui ne prennent pas sur les territoires agricoles, qui sont dans les aériales, par exemple, ou autour de la maison. Voilà. Et ils voulaient que leurs enfants construisent là pour pouvoir continuer l'agriculture, l'exploitation. Interdit. On ne compétise plus le territoire en matière d'habitation. D'accord? Donc ne pas compétiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule autorisation que vous aviez, c'était de construire autour du village ou dans le village. C'est-à-dire que vous faites des lotissements avec des lots de 600 ou 800 mètres, mais n'allez pas prendre ailleurs. Voilà. Et on a un certain nombre de jeux. Il ne faut pas être incohérent. Attendez, laissez-moi finir. Vous avez un certain nombre de jeux qui sont partis du village parce qu'ils n'ont pas pu construire dans la ferme de leurs parents. Et les agriculteurs n'ont plus le droit de faire construire chez eux. Non, c'est fini. Vous pouvez étendre votre maison de 50%, vous pouvez faire une piscine, un garage, c'est tout. Point. Vous ne pouvez pas construire une maison d'habitation. C'est vrai. Voilà. Monsieur. C'est concret. Alors, je dis qu'il ne faut pas être incohérent, dire d'un côté on est écologiste et de l'autre côté accepter le phénomène du confetti. Il y a effectivement la loi et en fait c'est la fameuse loi. C'est Allure. Non, c'est pas Allure. C'est MAPTAM. Il y a MAPTAM, il y a Allure et l'autre. Non, c'était avant. C'était la loi de... C'était sous Jospin, le ministre de l'équipement, il était communiste, c'était... Guesso. C'est la loi Guesso qui a fait ça, et qui met dans le code de l'urbanisme, là c'est la première ligne, qu'on doit être économe de l'espace
Mais c'est pas, Parce on que- ne prend pas sur, on prend Ah, sur aucun hey, espace, monsieur. Quand vous Tu avez m'as rien. dit de Oui, pas vas-y, couper vas-y, la parole. vas-y. Bon, c'est la loi qui dit l'espace est le bien commun de la nation, il faut en être économe. Et donc, de là découle un principe qui est qu'il faut concentrer l'urbanisation là où il est. Et quand je dis l'urbanisation, au plan, je parle des villages, c'est-à-dire qu'il faut construire dans un village, il faut construire là où il y a déjà des constructions et ne pas aller disséminer des constructions. C'est un souci écologique et je trouve évidemment que de la part d'un agriculteur qui voudrait que, comme il a un bout de terrain agricole, il devienne constructible pour ses C'est pas enfants. agricole, excuse-moi, c'est pas agricole. On ne parle pas, je n'ai pas parlé de terrains agricoles, j'ai dit sauf les terrains agricoles. Ce sont des terrains qui ne sont pas agricoles. Ah, Ce sont des terrains, mais c'est les terrains de l'aérien et autour des maisons, ce sont des constructions qui existent et qui donnent la possibilité de construire. On n'a pas le droit de construire, on n'a Disons plus le que- droit. Sauf si la commune n'a pas de plan Bien. local d'urbanisme. Sauf si elle a encore un document d'urbanisme qui n'est pas celui-là, la carte communale ou un poste. Bien sûr C'est le seul que, possibilité. bien sûr, les raisons écologiques sont incontournables, mais il faut voir à quoi ça va aboutir. Il faut trouver le juste milieu, quoi, faire avoir des choses, parce que effectivement. Non mais je voulais aller jusqu'au bout de mon propos si c'est possible. Je voulais dire, un, il faut être cohérent. Deux, ça n'est pas le préfet, mais jusqu'à preuve du contraire, ce sont les SCOT qui définissent, Mais ou non. les anciens schémas directeurs qui Oui, c'est des définissent- Scott maintenant, oui. qui s'appellent Scott maintenant, mais tous les Scott sont pas Oui. encore mis en place. Ce sont des documents qui sont des documents construits par les élus. Ce sont les élus. Ça me dépasse tous. Ça, attends. La plupart du temps, c'est ça. Non, mais ça te C'est dépasse. géré par des cabinets avant tout qui nous amènent Enfin. les études. À partir du moment Faut-il où qu'il y ait un Scott, il y a tu pas de prends ta Scott. responsabilité, qui c'est qui va voter? Ce sont bien des élus qui votent. Alors évidemment, on confie les missions à des cabinets spécialisés qui ont pour mission d'apporter la connaissance technique, et ça je comprends, mais la définition de savoir ce qu'on veut faire de son village, ce qu'on veut faire de son canton, ce qu'on veut faire de sa région, le projet qu'on en a, ça c'est de la responsabilité des élus. Tout à l'heure, tu nous as dit dans ton introduction, abrogation de la loi. Oh, Notre. ça c'est l'âge, hein, il faut pas m'en vouloir. Je bafouille. Abrogation de la loi NOTRe. D'accord. Mais pour faire quoi? Est-ce que l'abrogation c'est un projet en soi? Ce qui serait intéressant, c'est de définir le type de société dans laquelle on a envie de vivre. Le type, parce qu'effectivement, alors, je suis un peu comme vous, madame, excusez-moi, moi aussi, je suis grand-père. Encore que vous m'avez beaucoup étonné, je n'imaginais pas qu'aussi jeune que vous êtes, vous Oh puissiez non. être grand-mère. Mais Oh, le flatteur. bon, trêve de plaisanterie, je ferme la parenthèse. C'est vrai que la société change, que nous les vieux cons, on est dépassés par beaucoup de choses. Nous n'avons plus, enfin, nous avons toujours nos vieilles habitudes, mais elles existent moins et elles sont remplacées par des habitudes plus jeunes ou différentes. Bon, d'accord, mais ça veut dire qu'il faut se poser la question de savoir comment on a envie de vivre ensemble. Et de... Moi, parce que, franchement, je lis là, hein, on a une dette qui doit être amenée de 97... Oui, petite erreur, hein, c'est pas le déficit de la France qui est à 2200 milliards, c'est l'endettement. Hein, le déficit, il est quand même heureusement moindre que ça. Et si on veut ramener de 98 à 80, ça c'est important. Comment on fait dans un pays qui est surendetté pour revenir de ce surendettement, revenir à moins, tout en conservant un style de vie French way of life, comme on dit en patois gascon, qui soit notre choix, parce que il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Excusez-moi,
Moi, je n'ai pas voté Mélenchon au premier tour, mais je viens bien m'informer, je viens discuter. Vous vous rapprochez de Macron. Oui, Pas du tout. Dans ce que vous dites. Non, pas du tout. Ah, moi je pensais. Ah, si. Si, c'est pas loin. Bon, voilà. Si vous voulez, mais enfin bon. Non, non. Dites, Non, non, voter. non. Faut pas qu'on ait ces étiquettes, on va pas s'en sortir. chacun. Il n'y a plus de discussion. Allez, Il n'y a pas de discussion. Allez-y. Non. bon, mais il me semble que il y a beaucoup de choses dans le constat que vous faites, dans la photographie de la situation, vous nous dites un certain nombre de choses. Et ça, je trouve ça, je partage beaucoup de choses. Mais je ne vois pas les solutions. Et autant je souscris à des trucs là, ça me convient parfaitement, seulement je ne vois pas comment on y va et comment on le fait. Alors, j'ai trop parlé. C'est énorme. Je me la Ce ferme. qu'il faudrait dire, c'est énorme. Nous, bien sûr, notre projet de société, il est humaniste, écologique, mais aussi ouvert vers une société populaire qui retrouverait ses repères. Bon, société populaire n'a plus. Ensuite, il faut d'abord commencer par supprimer ce qui est très négatif. L'un de l'autre est négatif. L'analyse que je fais, elle est reprise par Damien Courant. Et donc, abrogation d'abord, avant de pouvoir créer quelque chose. Après, donc voilà, par rapport à l'équilibre des territoires, à l'équilibre des habitations, je ne pense pas que de concentrer les habitants, comme ça s'est fait en ville, soit la bonne solution aussi. Et je pense qu'on sera obligé de trouver un juste milieu entre une trop grande concentration qui est maintenant le catéchisme de ces grands cabinets technocratiques et au détriment des habitants. Parce que nous, on a connu des milieux ruraux beaucoup plus habités humainement, quoi, tout ça. Alors, Montaut, oui, certainement. Excusez-moi, mais c'était quand ça? Parce que alors, nous, on débarque et ici, dans la région, et même en France, et moi j'ai l'impression qu'il y a 15 ans, c'était exactement le même constat. Il y a 20 ans, le même constat. Et j'ai plutôt l'impression qu'il y a des jeunes qui viennent réinvestir les campagnes qu'on ne voit peut-être pas et qu'on ne laisse pas parler. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a plutôt un retour. Donc, parce que ce constat il est grave sûrement, hein, c'est pas le problème, mais dans les villages, alors c'est peut-être une fausse impression, mais c'est depuis quand que les villages sont morts? Ça fait un moment. C'est pas la loi nôtre, ça fait un moment. C'était quand? Ah ben il y a 30 ans, les villages étaient punis. Voilà, c'est ça, il y a 30 ans. Depuis 10 ans, ça commence sur la dégradation. Même un peu moins, il y a 15 ans, il y avait encore... Il y a 15 ans peut-être. Bon, il y avait une poste, il y avait un commerce. C'est service public d'ailleurs. Il y avait un restaurant, il y avait une épicerie dans la plupart des villages. Oui, non, mais d'accord, mais ça fait le mouvement, ça fait très longtemps en fait. C'est pas, ça vient pas de la loi. Oui, non, mais il est engagé. C'est engagé avant, mais la loi nôtre, c'est pour répondre aux besoins de financement. Là, je suis pas d'accord avec monsieur quand il dit que c'est le but, c'est uniquement de réduire la dette. Bien sûr, on peut l'imaginer cela, mais il faut voir aussi dans quel contexte l'Europe. Parce que j'ai pas dit que c'était le but, hein, j'ai dit que c'était ton programme. Hein, mais tout le monde le dit, ça. C'est toi qui l'écris. Non, mais le programme de Fillon, c'était avant tout réduire l'endettement. Oui, mais je me demande là comment on fait pour passer de 98 à 87% du PIB en... Notre programme, c'est l'investissement donc on a un programme de 100 milliards. Avec 50 milliards pour la transition écologique. Ce programme, il est partagé par... avant, c'était soit 12 milliards. Donc, pour relancer l'économie, il faut injecter de l'argent. Justement, c'est ça que j'allais revenir tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on gère la vie publique comme on gérait une entreprise il y a 15 ans. On va faire des économies d'échelle, on regroupe, on va faire des multinationales, on voit bien ce que ça donne au bout. Voilà, et on est en train de partir là-dessus. Tu as une idée de la façon dont on gère une entreprise il y a 15 ans? Oui. Et le résultat, c'est... Alors on n'injecte pas de l'argent pour essayer de créer le développement de l'entreprise? Bon, bah alors je ne vois pas la différence. Mais tu prends justement, tu as un budget, tu prends un endroit, ça dépend comment tu le répartis ce budget.
De toute façon, un bien public, c'est pas une entreprise. Et voilà. Pour commencer, c'est cette comparaison, il faut pas la faire parce que sinon on va dans le mur. C'est deux gestions C'est différentes. l'investissement qui crée l'activité de demain. Que ça soit dans le public ou dans le privé, c'est toujours l'investissement qui crée l'activité de voilà. Et donc ça réduira ensuite l'endettement. C'est en serrant la vis à tous les niveaux. C'est pardon, c'est en serrant la vis à tous les niveaux et en Voilà. prenant l'argent à un endroit pour le mettre dans un autre pot. Exactement. Ce qui arrive à la pauvre Grèce, c'est lamentable quand même. Etc. etc. Donc, mais les 3%, la règle, elle est comment dire, elle n'a pas de racine vraiment rationnelle, cette règle des 3%. Parce que, alors, parlons des financements qui, nous sommes dans une société de plus en plus injuste, où il y a le très riche et le très pauvre. D'un côté, vous avez donc évasion fiscale, 90 milliards, Oui. quelque chose comme ça. Entre 80 et 100 milliards. Oui. Voilà. Vous avez les niches fiscales. Pas mal. L'Europe injecte 100 milliards par mois dans l'économie européenne. On ne sait pas où ça passe. Pourtant, ça y est. Dans l'argent, bien le tout. Le CICE a mis 40 milliards aux entreprises. Oui, sous mandat là. Ces 40 milliards, ils ont permis de créer, je ne sais pas combien, pas beaucoup d'emplois, et on estime que le coût de l'emploi créé est de 150 000 euros. Donc, le patron UMF a annoncé 1 million de création d'emplois, c'est bien ça, non? Il y avait un badge de création, 1 million d'emplois créés. Très peu. C'est ce qu'il mettait, C'est ce qu'il mettait, lui, d'accord. Il a porté 8 jours. Il a porté 8 jours. Donc, dans l'argent, on nous bassine avec l'argent, il faut essayer de faire des économies, mais il faut trouver un système. Et Jean-Luc Mélenchon s'est entouré d'économistes comme Jacques Généreux, comme Jacques Sapir, mais le FMI pense à la même chose aussi. Hein. Il faut relancer le système. Et ne pas nous mettre comme ligne rouge cette dette, c'est parce que l'argent, on voit, et le peuple le voit de plus en plus. L'argent, il y est, mais il est très mal réparti, et puis il est géré par les économistes qui ne parlent que d'austérité. Même Emmanuel Macron, j'ai trouvé une déclaration, il dit que une Europe uniquement austère, c'est catastrophique, c'est pas l'avenir. Qu'est-ce qu'il va faire? On va voir. Donc, il faut envisager d'autres manières de faire marcher tout ça. Et donc après, voilà, on peut après penser au peuple. Donc, avec les retraites, avec les impôts, il y a d'autres choses que je pourrais développer. Mais notre manière de voir, c'est quand même ne pas accepter l'état des choses, qui est empiré et qui va empirer. Et donc, d'abord dire non, les abrogations, et bien après, voilà, proposer donc. Je vous donne une analyse qui n'est pas la nôtre, qui est du travail hollandais. Bizarre. Ils disent, face aux mutations du monde qui vient, nous devons agir et non subir. Face à la grande confusion des idées, bonjour, nous devons affirmer nos valeurs. Face à la pensée unique, un autre chemin est possible. La pensée unique, elle est partout, quoi. Et notre programme, justement, contourne cette pensée unique. J'ai l'analyse de l'équipe de Mélenchon, dont la métropolisation, la mise en concurrence des territoires, le productivisme, c'est la course à la rentabilité financière. Tout ça, c'est dans la logique de l'Europe libérale, de ces traités, des directives. On aboutit à des communautés de communes, des régions technocratiques, dominées par les grandes communes, engagées dans une concurrence féroce pour l'accès aux subventions. Parce que les fusions, par exemple, sont toujours bonifiées par les carottes. On vous fait fusionner parce qu'au bout, il y a la carotte. Pendant quelques années, pendant 3 ans, etc., etc. Donc, l'aménagement des territoires, il faut qu'il soit considéré de manière plus équilibrée que ce qui est en train de se passer. Et donc, la France insoumise, j'avance un programme, c'est donc la 6e République. Pourquoi? C'est les traités européens revus. Pourquoi? On l'a déjà ébauché. Et ce que nous avons dit déjà, je vous remercie tous, ça nous dirige vers notre programme, quoi. La 6e République, parce que nous sommes dans une monarchie présidentielle où c'est, et ça va à l'encontre de ce que les jeunes souhaitent, bien sûr. Un président de plus en plus, c'est le roi qui est arrivé au Louvre.
en majesté. Et il veut concentrer les pouvoirs de plus en plus autour de lui. Et en plus, il veut faire passer les lois par ordonnance, ce qu'on peut accepter. Donc, il n'y a pas, alors là aussi, soit on continue, comme 40 qu'on dit. C'est-à-dire on laisse faire les choses comme ça. Et puis dans 5 ans, on retrouvera le même problème, la société n'aura pas évolué, et le Front National sera toujours là. Parce que dans ces territoires à l'abandon, en France, le Nord et l'Est en particulier, c'est là où on vote le Front National sans aucune raison. Parce qu'on le veut. Donc, cette monarchie présidentielle, il faut essayer de la transformer, et dans notre proposition, c'est une 6e République à partir d'une constituante qui dicterait quelques principes, mais qui serait votée ensuite quand même, qui serait proposée en référendum au peuple. Pourquoi cette 6e République? Pour permettre l'implication de tous les jeunes, par différents moyens. Et là, il faut le mettre sur place, autrement ça ne va jamais évoluer, quoi. Les sociétés, autrement, elles se reproduisent. Et puis, le système, il est mis en place par un certain nombre de gens, de grands élus, incroyables au moment des présidentielles, comme tout le monde était anti-système. Incroyable. Qui est vraiment anti-système? La droite, Fillon, il voulait un système qui profite encore plus aux riches. Et nous, on est vraiment anti-système. Et donc, ce système fait que, si on ne le prend pas à bras-le-corps, je te l'ai dit en tête presque, mais bon, il y a le mur de l'argent. On en peut parler. Le mur de l'argent que Hollande n'a pas essayé de casser. Et donc, ces finances derrière, cette réalité financière, bien sûr, elle est très forte. Il faut savoir comment on peut la contourner. Donc, des idées pour la démocratie participative, que souhaitent les jeunes, reconnaissance du vote blanc, je cite le programme, droit de révoquer les élus à mi-mandat, et mise en place d'un référendum d'initiative populaire, qui existe déjà. Dans Irlande, il faudrait 2000 personnes, mais personne ne s'est préoccupé de le mettre en place. Et puis, un statut de l'élu, aussi on en parle toujours aussi, parce que, voilà, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, il n'y a pas beaucoup de paysans dans les assemblées. C'est des retraités, des fonctionnaires qui ont le temps, plus que d'autres, qui sont plus facilement élus que... Donc, l'ensemble du peuple n'est pas représenté. Et puis, moi, je pense, justement, proposition de Jean-Luc Mélenchon, moi, j'essaierai de mettre en place des conseils citoyens. Dans les communes, c'est un peu compliqué, mais certains niveaux, peut-être intercommunal, conseils citoyens où les gens réfléchiraient un peu à ce qu'est la vie politique, ce qu'est la vie en société. Quitter aussi cette mainmise des médias, ces médias qui pourrissent en fait une vision claire des choses, qui parasitent. Parce que bon, les médias, il y a 9 magnats français qui gèrent tous les journaux, tous les réseaux. Macron. Et Macron les a mis. Puisque oui, c'est quand même un peu je dirais, le candidat des médias. Je pense que... il a été soutenu par une si peu. Bon. Il a été soutenu par une 9 propriétaires de médias qui sont les 9 milliardaires. Voilà. Bien sûr. Oui. Mais je voudrais revenir 2 minutes là, sur la question de la concentration ou de la fusion. Moi, je crois que ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question de pratique. Je crois que c'est une question fondamentalement idéologique. C'est-à-dire qu'on a une... Donc, on nous le fait passer comme quelque chose de naturel. On va vers la concentration. Alors, on concentre au niveau universitaire. Moi, je suis un universitaire à la retraite. Bon, les universités doivent se regrouper. Elles doivent se regrouper toutes dans le même lieu, et puis elles auront leur autonomie, et elles feront comme elles pourront. Ensuite, elles feront comme elles pourront, ça veut dire, par exemple, que l'université de Toulouse, dont je suis issu, elle a 300 millions de dettes aujourd'hui, et donc on a le choix entre couper le chauffage, ou bien supprimer les postes. Ne pas remettre des postes qui partent à la retraite. Donc,
on choisit au niveau du conseil d'administration de ne pas republier les postes. Bon. Donc cette concentration, on la voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau universitaire, que ce soit au niveau hospitalier, bien entendu. Et là, on a toute une phraséologie derrière, à savoir que, eh bien, comme si on n'ouvre pas des chemins, il n'y aura pas de circulation. Donc, si on met moins de médecins, il y aura moins de dépenses de maladie, moins de dépenses de santé, etc. Donc, voilà des questions techniques qui sont avancées par les technocrates. En fait, le problème, je dis, il est technologique, en ce sens que plus on concentre, moins le pouvoir se dilue. Il va se concentrer lui aussi, et nous avons affaire finalement à deux modèles de société. Un modèle de société avec une concentration de pouvoir et d'autorité, avec, si besoin est, eh bien, on fera donner la troupe, on l'a vu à certains endroits, et puis, autre possibilité, c'est effectivement une société de démocratisation, une société démocratique, avec un partage de pouvoir et une participation. Voilà, moi je crois qu'on est à ce niveau-là, au niveau idéologique, et je crois qu'il faut en prendre conscience. Cela, bien sûr. Hein, c'est pas des questions techniques. Alors, je vous donne un exemple aussi par rapport aux hôpitaux. Le gestionnaire de l'hôpital d'Aix est venu à une réunion ici, dans le pays, là. Donc, le programme de Marisol Touraine, c'est d'obliger tous les hôpitaux à réduire leurs frais de près de 20%. Par n'importe quel moyen. Moins de jours d'hospitalisation, moins de médecins, réduction sur le papier toilette, surtout. Voilà. Après, peut-être un exemple pour les communes, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le journal il y a 15 jours, il y a une mairie, mais on va être comme dans les de ça, ils ne peuvent plus entretenir les chemins, mais c'est les conseillers municipaux qui, comme dans le SCOPS, à l'appel et tout ça, qui reprennent le boulot parce qu'ils ne peuvent se le payer sur le budget communal. Il n'y a pas d'économie de bout de chaîne. Et pour de chandelle. À ce qu'on disait justement, pourquoi c'est géré aussi de la même manière que les entreprises il y a quelques années, c'est que mon métier, moi, c'était contrôleuse de gestion, donc c'est plutôt dans les entreprises, et ils l'ont développé dans les hôpitaux pour justement qu'on serve les coûts. Et par contre, on a serré les coûts sur les soignants qui sont pas des cadavres, mais un contrôleur de gestion, il y a différents coûts. Voilà. Et ils en embauchent plusieurs comme ça. Bien sûr, il y a eu quelques progrès dans la société, mais ces progrès sont bloqués par ces contraintes budgétaires qui ne... On cache... Bon, hier au soir, il y avait l'ancien directeur de FMI, je l'ai vu, mais bon, voilà, un discours libéral incroyable. Le discours libéral qui ne prêche qu'au nom de cet argent, alors qu'on est une société riche globalement, mais qui crée de plus grande... Il n'y a jamais autant de riches, puisque je crois que 21 familles françaises possèdent autant que 50% des Français. Au niveau mondial, c'est la même chose. Les chiffres, c'est ça. Donc, on va vers le mur si on continue comme cela, bien sûr. Et puis, tout le temps, il y aura... Et on renforce le fascisme aussi, parce que... Et bien sûr. Madame voulait poser une question. Ah, madame, pardon. Je voudrais revenir sur... Parce que, bon, ce que vous dites, on est à peu près d'accord, mais concrètement sur la réforme territoriale, qu'est-ce que vous proposez parce que je reviens sur... on arrête les fusions, on arrête les fusions, on arrête les transferts de compétences, très simple. Mais pourtant, vous venez de dire que l'intercommunalité, sur certaines choses, c'est bien. Bien sûr. Donc c'est pas, on repart pas comme avant, parce qu'avant, parce que les désertifications rurales, excusez-moi, mais au départ, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot, les gens partent, d'accord. Après, petit à petit, c'est peut-être autre chose, hein, mais pour l'histoire, c'était un peu ça. On m'a expliqué ça. L'exode rural. Non, mais ça vient de là, d'accord. Donc c'est après, s'il n'y a pas de boulot, les gens ne vont pas venir de toute manière sur les territoires. Concrètement, j'ai pas lu le livret sur la réforme territoriale de Mélenchon, je dois l'avouer. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est pas la même chose qu'avant. On va pas recréer la même chose qui n'a pas forcément marché. Donc c'est quoi le truc nouveau? Toutes les associations de maires parlent d'une intercommunalité d'outils au service des communes.
Or, ce n'est plus une communauté d'outils. C'est une communauté, c'est des intercommunalités, une fuite à la vente démocratique vers des fusions immaîtrisées, vers la transfert de compétences, et il ne restera plus rien. Non, il faut revenir en arrière. J'ai bien compris que ça ne Il faut revenir en arrière, c'est des lois. C'est des lois. Pas revenir en arrière complètement, puisque Pas, ça... non, monsieur. Voilà. Mais c'est qu'est-ce qu'il faut réinventer? Parce que moi, je veux bien réinventer avec vous, mais il faut que je comprenne bien ce qui va marcher ou ce qui peut marcher, parce que j'ai pas... Réinventer un niveau d'implication des élus, des habitants, qui leur permettent d'avoir une maîtrise de ce qui se passe. Or, la nôtre a privé les habitants comme les élus de toute maîtrise. Et donc, revenir vers un niveau d'intercommunalité qui était humain, que j'ai connu. C'était avant la loi? Oui, c'était avant, avant 2010. L'acte 3 de décentralisation, on appelle décentralisation quand même, c'est 2010. Jusqu'avant, c'était encore, si vous voulez, c'est pas l'administratif, c'est pas ces grandes organisations qui prennent le pas sur la vie des territoires, sur la vie des gens, tout ça. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que je reviens, même en 2010, les gens partaient quand même des campagnes. C'était pas... Oui, bien sûr, oui, mais donc l'exode rural c'est pas l'unique solution. Non, c'est l'agriculture bio, c'est le oui, mais tout le monde ne va pas se mettre à l'agriculture. Empêcher les hypermarchés. Empêcher les hypermarchés. Sur une consommation naturelle. Non, mais d'accord, mais les gens, il faut qu'ils trouvent du travail sur les... S'ils trouvent du travail dans une collectivité ou dans une agriculture beaucoup moins intensive, beaucoup moins grande, et gardent du boulot pour tout le monde. Non, mais moi je veux être à la campagne, mais je veux pas être agricultrice. Oui, c'est quand même. Moi, je veux bien. Madame, c'est quand même les agriculteurs qui le travail de la terre, c'est quand même la base de la vie rurale. Non, mais je le sais. Moi, je propose. Moi, je propose. C'est que plus il y a de monde qui va revenir au niveau local, et plus en fait, tant qu'on aura une extension. Ben oui, mais que vous revenez parce que vous avez du boulot. Non. Il y a plein de choses. On a cherché, on essaye de réfléchir oui, mais à des formes d'organisation. Donc, d'accord, mais vous êtes militante quelque part. Les gens des gens qui sont en banlieue au militant de la vie. S'ils arrivent à Saint-Sevé, il leur faut, s'ils arrivent avec leurs 3 gosses, il leur faut du travail. Si je peux me permettre d'illustrer. Donc c'est pas petit, c'est sûr, ça va. Pourquoi on a changé la taille de la communauté de communes du canton du Cap de Gascogne? Pourquoi? Mais personne n'a la réponse. Sauf l'État, avec sa loi et le préfet. Vous m'excuserez? Non, mais j'ai bien compris que ça ne va pas. Nous avions une communauté de communes à taille humaine, ici en Cap de Gascogne, qui fonctionnait très bien. Les compétences déléguées avaient été décidées par les communes, c'était la voirie, c'était le social, c'était la culture, pour une médiathèque. Tout, je veux dire, personne ne s'en plaignait. Pourquoi on est allé chercher Jaune et pourquoi on est allé chercher Agetmo? Agetmo qui est endetté, qui va nous coûter, Jaune ne va rien nous coûter, ça c'est d'accord, mais il n'y a pas grand-chose. Bref, je schématise. Hein. Mais pourquoi on a changé ça? Pourquoi on a voulu donner une taille supplémentaire à cette communauté de communes? Alors que tout fonctionnait, et ne disons pas qu'économiquement il y avait une justification. On n'a jamais autant créé. Je vous dis, on n'a jamais autant créé de zones d'activité. Si vous voulez, on enlève la loi NOTRe. Et qu'est-ce qu'on fait de plus? Parce que ça ne fonctionnait pas avant. Mais on n'avait pas besoin. Pour les gens qui vivent. Mais on n'avait pas besoin de la loi NOTRe pour créer des activités. On a créé la zone d'Escalès, la zone de Péré qui est une zone industrielle qui a été étendue. On avait un pôle d'activité sur Omeco. Tout ça, ça attirait. Je suis d'accord. Les gens. Et donc ça attirait. Excusez-moi, je comprends vraiment les préoccupations de personnes qui peuvent arriver aussi sur les territoires en se demandant, voilà, il y a une désertification qui est là. On contre la loi NOTRe, c'est un fait, mais comment on redynamise Alors moi une campagne? C'est aussi bien au niveau du commerce, interdire les hypermarchés et revitaliser les centres-bourgs. Au niveau agricole, il faut un catalogue il y a plusieurs mesures, c'est pour ça qu'il y a 40 livres aussi. On a des solutions. Moi je ne l'ai pas vu, mais je proposerai ça, si je suis député. Donc, c'est de créer une espèce de bourse, parce que pour savoir le nombre de fermes qui n'ont pas d'avenir. Et mettre en rapport avec des jeunes qui veulent s'installer, par exemple, dans le bio. Moi, dans ma commune, depuis 6 mois, j'ai 2 couples de jeunes qui se sont installés dans le bio.
les femmes en particulier sont intéressées par cette évolution de l'agriculture. Au niveau agricole, au niveau commercial, au niveau scolaire, empêcher ces conventions en réalité. Ces conventions en réalité, moi je suis allé au CDEN, éducation nationale. Bon. M. Manueli était pour ces conventions en réalité si le rapport de force était favorable. Donc il y a quand même un double langage que politiquement il faut condamner. Vous voyez, il y a à la fois l'aspect politique, l'aspect... J'ai besoin de solutions. Voilà. Oui, mais les solutions, elles sont multiples. Elles sont multiples. Non, mais je ne dis pas le contraire. C'est une loi d'orientation parce qu'à pour les force de territoires dire le FMI est pas bien, ça on est tous d'accord, si on est là, on ne sort pas de... Donc si on est ensemble, maintenant, il faut créer les conditions pour qu'on se trouve des solutions, parce que c'est pas... Monsieur, il disait, je suis d'accord avec à peu près tout, sauf moi j'ai besoin d'avoir des... comment vous faites? C'est une bonne question. C'est parce que pour l'instant on n'a rien dit à part dire on fait du bio, mais on fait du bio, tout le monde ne va pas. C'est dans 20 ans, dans 30 ans pour l'instant. Oui, mais justement, on y est là, c'est-à-dire que. Le boulanger, le charcutier, on revient sur on va revitaliser les centres-villes, on va empêcher aussi l'inflation des loyers parce que ces centres-villes sont complètement désertiques. Le boulanger ne peut plus payer le loyer parce que la banque d'à côté a multiplié par 3 le sien. Par exemple, mais ça, c'est le constat, on est d'accord. Si on revitalise les centres-villes, on va revitaliser tout le reste. Oui, mais comment les circuits courts, il y a 30 ans, on peut très bien les reprendre à l'heure actuelle des choses. D'accord, comment? Mais comment? Voilà, c'est ça la question. Parce que sinon, on est dans des... européennes à l'heure actuelle des choses empêche peut-être ceci. Qu'est-ce qui empêche le fait d'avoir une agriculture classique, un boucher qui a le droit de tuer son propre bœuf, qui a le droit de... Oui, mais bon. Voilà. Mais plaisantez pas parce que ça, on non, c'est pas ça, je plaisante pas. Mais même les gens... vous dites que vous avez trouvé peut-être des gens bio, mais bon, après, moi j'étais allée à Rion-des-Landes plus 20% dans l'association, et apparemment, pas comme ça des agriculteurs bio qui viennent. Il y en a peu, mais ça va se faire. Mais comment ça se fait? On doit les former. C'est une appellation pour dire qu'on fait il y a 50 ans, c'est tout bête. Il y a 50 ans, on il faut des gens qui... C'est une façon de faire. Le boulanger, si le boulanger... Mais je suis d'accord. C'est là maintenant comment on met les choses, les politiques mettent les choses en place. Accordez-moi que nous avons un programme cohérent et abouti plus que beaucoup d'autres. Parce qu'on trouve un début. Je ne suis pas venu pour ça, moi. Je ne suis pas venu pour vous dire que vous avez un programme. Vous nous demandez de refaire la société. Nous y travaillons. Non, oui, non, mais moi j'ai envie de la refaire avec vous. Mais pour l'instant, je ne sais pas, il n'y a pas le moindre truc où il y a quelque chose de concret. C'est-à-dire, moi je veux bien être sur mon territoire en me disant... par exemple, le bio, comment on fait pour que des agriculteurs bio viennent? Comment on fait par exemple, comment on fait pour que... On s'écoute pas. On s'écoute pas trop. Est-ce que la PAC favorise le bio? Est-ce que l'Europe nous empêche d'utiliser l'Europe favorise de sanitaire? Non, mais le mouvement de défense, on l'a bien compris. Non, mais c'est pas en défense, c'est je suis d'accord sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà. On n'arrivera pas, on n'arrivera pas à résoudre la question ce soir, mais il faut qu'on arrive à être précis. Il faut qu'on arrive à être précis sur nos territoires. Il faut essayer de revenir à quelque chose il y a 30 ans. Oui, c'est le marché qui était là, qui était présent. Voilà, mais déjà, on est clair. Déjà, ça sera pas mal. Non, mais c'est très difficile dans ces réunions d'être précis, mais c'est la demande sur laquelle il faut qu'on travaille par la suite. Parce que le comment, c'est souvent on répond à un comment par une autre idée. C'est-à-dire il faut développer les circuits courts. Oui, mais comment? Oui, mais comment? Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que sinon, développer les circuits courts, on procède par génération spontanée. Alors on va développer les circuits courts, donc ça va développer ça, puis ça va développer ça. Et on enchaîne les idées de manière virtuelle. Donc par exemple sur la maison de santé, si on revient sur cet exemple, parce qu'on y est passé, mais c'est super intéressant. À Tartas, nous on arrive à Tartas, on nous présente la maison de santé comme quelque chose de bien. Parce que la maison de santé va permettre de mutualiser des moyens techniques entre les médecins. Bon, apparemment, ce principe... alors,
comment on articule, comment on trouve la mesure? Parce que les mesures coercitives, on ne peut pas avoir que les mesures coercitives pour dire on va faire du service militaire pour les médecins, pour les envoyer dans les zones rurales, même si on pourrait discuter du principe. Donc sur les maisons de santé par exemple, mais après pardon, c'est sur la maison de santé, s'il ne faut pas faire les maisons de santé, puisque là ça marche pas. Apparemment il y a des... Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les médecins... Voilà, c'est ces choses-là et ça va sur le bio. À un moment donné, il faut qu'on arrive aussi à être précis, ne serait-ce qu'entre nous. Quoi, parce que... Réponse pour les maisons de santé. Les maisons de santé qui... C'est ces réponses-là qu'on attend aussi un peu de vous. Qui nous montrent que la concentration qui se coupe du reste, parce qu'il reste des cabinets indépendants. Donc il faut que la maison de santé entretienne des liens avec les médecins qui sont d'autres lieux. Par exemple, Mélian, Pontox, au lieu qu'elle incite tout le monde à se regrouper au détriment des territoires. Donc ça va entraîner des déserts médicaux en dehors du centre. Donc il faut les convertir en tiers-lieux de santé, comme on dit, des tiers-lieux du travail. Avec le numérique, avec les tiers-lieux de santé, tout ça, bien sûr. Bien sûr. Donc il y a de quoi améliorer les zones de santé. D'accord. Il faut avant tout que les cabinets médicaux soient harmonieusement répartis sur tout le territoire. Parce que les kilomètres, c'est pas écologique. Et puis, il y a des kilomètres qui y a à faire. Il y a des risques que des gens meurent sans avoir vu un médecin. Il y a quand même ça aussi. Bon, après l'écologie, elle ne s'arrête pas non plus au bio. Mais l'écologie, c'est aussi le vivre ensemble, la qualité des relations qu'on développe entre nous. Moi, je vous rejoins complètement. Nous aussi, parfois, on se sent impuissant sur nos territoires. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive même plus à croiser une personne dans la rue. Enfin, c'est très compliqué de retrouver ce lien social. Donc l'écologie, oui, au niveau de l'agriculture, d'accord, on est d'accord. Et il y a des formes d'organisation. Nous, par exemple, on a créé une association sur Saint-Sevé. On a du mal, franchement, hein, on ne cache pas. C'est très difficile de rassembler les gens dans nos campagnes. La jeunesse sociale est très difficile à rassembler, et je vous rejoins, madame. Mais à un moment donné, comment on s'allie, effectivement, nous aussi, on va sortir de cette réunion, alors d'accord, on partage, mais comment on s'organise concrètement? Mettre du lien entre tous les secteurs d'activité, ça créera du lien entre les gens progressivement. Et donc, il faut travailler aussi bien dans l'agriculture, dans les commerces, par rapport aux amicaux, par rapport à l'école, tout est... c'est ça, refaire la société. C'est pas se contenter d'un seul domaine, c'est pas limiter le problème au problème uniquement financier, c'est ouvrir. Et donc, notre idée aussi, c'est impliquer les gens pour qu'ils construisent peu à peu leur vie et l'améliorent. Si les mesures auront beau être magnifiques, si les gens ne sont pas impliqués pour mettre en valeur ces pratiques, et donc là, c'est la démocratie participative, c'est des solutions de démocratie de terrain et de proximité. Monsieur. Alors, il y a dans le CGCT, Code général des collectivités. C'est le texte auquel je suis allusion. Dans le CGCT, c'est celui-là. Code général des collectivités territoriales, toutes les communes, je dis bien toutes les communes, tous les conseils municipaux peuvent créer des conseils consultatifs provisoires pour une question en particulier ou permanente pour tout, dans lequel on invite les habitants, les citoyens, à venir pour débattre et donner leur avis. Comme participation, je pense qu'on peut faire difficilement mieux. Combien connais-tu de communes dans le département des Landes qui ont un comité consultatif? Moi j'ai essayé et j'ai eu le conseil municipal qui était avec moi, qui ont tapé en touche ou qui m'ont dit arrête ces bêtises ou des choses comme ça. Effectivement, c'est un changement de mentalité qui doit être. Il y a une autre changement de mentalité, à la fois des petites mesures concrètes, puis une loi d'orientation peut-être aussi, le tout. Mais je n'ai pas la solution ultime, bien sûr. Il y a une autre disposition qui fait que toute décision importante d'une collectivité nécessite, notamment sur ses plans et programmes, nécessite l'organisation d'une enquête publique. Oui. Lors des enquêtes publiques, qui vient?
Personne. Donc, comment fait-on Non, non, mais comment on organise Monsieur qui veut parler, qui est resté en Donc, dans le comment fait-on pour que, ces comités consultatifs puissent être effectifs? Très bien. 2, comment faire pour que les habitants soient effectivement informés et mobilisés, incités à venir lorsqu'on leur demande leur avis, bien sûr, lors des enquêtes. Après, il y a justement là, le numérique doit être beaucoup plus utilisé entre les élus et la population. Mais c'est pas sûr que ça va marcher partout. Il faut enchaîner un mouvement positif vers une revitalisation. Et quand même, je vais vous le dire, sous le mandat Hollande, je représentais les maires aux États généraux de la démocratie en 2012. François Hollande a dit les 36 000 communes, c'était là tout pour la France. 4 ans après, Maryse Lebranchu a dit il faut dévitaliser les communes. Il faut dévitaliser les communes. C'est ce qu'elle a dit. Donc, comment voulez-vous qu'on accepte ce mandat Hollande qui, avec l'aval de la droite, dans le sens de l'austérité, dans le sens où ça va, on montre patte blanche à l'Europe, on accepte la dévitalisation et la disparition des communes. Attendez, il y a monsieur qui veut parler. Oui, personne ne vient. Comme disait monsieur, personne ne vient. C'est normal. Depuis des dizaines d'années, on s'est engagé à minimiser, si vous voulez, la responsabilité des gens. Alors, les jeunes d'aujourd'hui, et même des moins jeunes, ils se disent, compte tenu de tout ce qu'on a pu leur raconter, ils se disent, mais c'est pas la peine de se déplacer, ça sert à rien. On le voit aux abstentions, aux élections. Alors, que les gens aujourd'hui ne se déplacent pas, c'est normal. C'est le résultat de cause à effet. Depuis des dizaines d'années. Moi, je me rappelle, dans mon école primaire, tous les matins, en haut du tableau, il y avait une bande noire. Après, en dessous. Et dans cette bande, il y avait une maxime philosophique ou de morale inscrite par la maîtresse. On était tous debout à côté de sa place, les bras croisés. La maîtresse écrivait cette maxime et elle la commentait. Et tous les matins, on y revenait. Et la semaine suivante, c'était une autre, etc., etc., etc. Et c'était comme ça pendant toute l'année scolaire. Alors, l'éducation, l'instruction, on dit à l'école, on ne fait que de l'instruction. Les instituteurs sont là pour instruire. Oui, mais instituer, tuteur. Ça veut dire qu'à l'école, on peut faire aussi de la morale, de la philosophie et autres, même en primaire. Parce que moi, je ne suis pas allé plus loin que primaire. Vous comprenez? Alors, on constate aujourd'hui que les gens se désintéressent de tout parce qu'on a tout fait pour ça. On a sabordé notre enseignement primaire, à la base déjà. Je me rappelle, quand on a commencé à introduire les mathématiques modernes dans l'enseignement, les Américains, à certains stades de leur enseignement, l'abandonnaient. Parce que les mathématiques modernes, c'est valable, mais au-delà d'un certain niveau. Quand on a décidé de supprimer l'apprentissage de la lecture par la méthode globale, comment voulez-vous que les élèves s'y reconnaissent s'ils ne savent pas que BA, ça fait bas? Alors, tout vient de là. Tout vient de là. On a tous abordé. On a tous abordé. Alors, je réponds à madame tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est de balayer tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui qui prouve sa nocivité. Bon, et quand on aura balayé tout ça, on se met autour de la table, on discute, on cherche les meilleures solutions possibles pour que les gens ils puissent vivre heureux, en bonne intelligence, tous ensemble. Réfléchir un peu avant. Et notre enseignante, madame, merci beaucoup pour votre témoignage. Et votre visite. On parlait du vivre ensemble. Je voudrais donner quand même des petits aspects positifs, parce que là, voilà, il y a même des bonnes choses. En France, on a une particularité française qui
très riche pour le vivre ensemble, c'est le monde associatif, qui n'a pas d'équivalent dans les autres pays. Une association, il se trouve que je fais partie de l'une des associations les plus anciennes et les plus importantes de Saint-Sevé. Et je peux... Moi, je suis à 3 associations culturelles. Et à Montaut, petit village de 600 habitants, il y a 15 associations, dont 2 associations culturelles. Et à ma grande surprise, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que le département des Landes est un des rares départements français qui soit attractif et qui gagne plusieurs milliers d'habitants chaque année. Il faut quand même le dire. Et j'ai découvert récemment que dans ce village de 600 habitants, et bien maintenant on a près de 25%, et il n'y a pas que Montaut comme ça, il y en a des tas d'autres, de gens qui viennent d'ailleurs, et qu'on a un grand turnover. Ils n'ont pas forcément tous acheté, il y en a qui sont en location, et que dans le monde, dans les associations qu'on a, ces gens-là sont très dynamiques et arrivent, et très souvent ont l'idée de créer une association. Voilà, donc pour 600 habitants, nous on a 15 associations, mais on peut prendre plein d'autres villages ici, c'est pareil. À Jetmo, l'amicale laïque et des tas d'autres qui sont, j'ai des amis par là et tout ça, qui sont extrêmement dynamiques depuis des années et qui jouent un rôle social, culturel, etc. Alors, on parlait des communautés, nouvelles communautés de communes. Eh bien, concrètement, c'est la nouvelle communauté de communes ici qui a décidé elle-même de ses compétences, dans ses champs de compétences. Bon, eh bien, jusqu'à présent, chaque commune, au moins, pouvait donner, financer, enfin pas financer, mais au moins donner certaines subventions à certaines associations. C'était très variable selon les communes. Il se trouve qu'à Saint-Sevé donnait des subventions pour diverses associations ou activités qui jouent un rôle depuis des années ici. Et bon, voilà. Eh bien, donc il a été décidé, plus de financement au niveau de la nouvelle communauté de communes. Alors, ils ont institué, vous me direz si je me trompe, monsieur, puisque vous êtes... ils ont institué une année transitoire, c'est-à-dire qu'en 2017, par exemple, on a accordé à Saint-Sevé de pouvoir, malgré tout, donner quelques subventions pour des choses précises. Bon, voilà. Mais c'est extrêmement réduit. Et l'année prochaine, plus rien. Et moi, pour l'association dont je fais partie, qui est l'association culturelle de Saint-Sevé, avec un budget important, et bien là, on a fait des demandes au niveau de la communauté de communes, au niveau aussi du département, où alors là, je ne vous dis pas les dossiers, comme c'est monstrueux à faire. Bon, voilà. Et on est sur... on attend de savoir si on aura un petit quelque chose, et si oui, à quelle hauteur. Voilà. Donc, c'est pour élargir le propos, je donne cet exemple, mais je pense que ça doit se trouver aussi ailleurs, pas ici qu'à Saint-Sevé, et bon, voilà. Voilà aussi un des méfaits. C'est pas pour vouloir financer toutes les associations par des subventions. Elles se subventionnent aussi elles se financent par elles-mêmes. Je m'excuse, il va falloir... Bon, monsieur, il veut dire nous avons réunion à Grenade, on se donne un quart d'heure encore. Donc je vous demande de raccourcir vos interventions, je m'excuse, mais nous faisons 2 réunions publiques ce soir. Monsieur. Oui, alors, madame disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? Un exemple. J'ai vu à la télévision, je ne me rappelle plus dans quelle émission, il y a quelque temps en arrière, un patron qui venait et qui disait moi je fabrique de la lingerie de haut niveau. Je ne veux pas décentraliser, je veux conserver mon entreprise en France et faire travailler mon personnel. J'ai un concurrent qui fabrique sensiblement la même lingerie, peut-être un tout petit peu moins bonne, mais enfin elle est de très bonne qualité. Seulement dans des pays où la main-d'œuvre allait. Et les produits fabriqués là-bas sont vendus en France au même prix
que moi, je les mets sur le marché. Vous voyez donc ce que ce monsieur peut se mettre dans la poche. Donc, c'est un système à supprimer. Après, on voit ce qu'on fait. Système du protectionnisme solidaire qu'on propose. Protectionnisme solidaire. J'aurais pas le temps de le développer. À propos, Je vais rebondir, pardon. à propos du chômage, on nous dit, vous avez des chômeurs qui ne cherchent pas de travail. On a 3 500 000 chômeurs, en gros, sans compter tout le reste. On n'a pas en face, c'est pas vrai, on n'a pas en face 3 500 000 postes de travail à offrir. Donc ça aussi, il faut le supprimer. Il faut donner du travail aux gens. Il faut éviter de mettre les fabrications à l'extérieur, garder les usines en France. Alors on nous dit qu'elles ne sont pas compétitives, nos entreprises. On a un savoir-faire qui est hors pair. Vous avez même de grosses entreprises des États-Unis, par exemple, qui viennent investir en France. Tellement c'est bien. Alors, Oui, je voulais simplement rebondir sur la démocratie participative avec ces enquêtes publiques qui me fait penser. C'est vrai que tout projet est soumis à enquête publique. Une enquête publique, ça veut dire qu'on demande l'avis de chaque habitant. Sauf que l'enquête publique, elle est décidée par la collectivité, elle est affichée, elle est publiée, et puis qui le sait? En ce moment, il y a une enquête publique d'ouverte parce qu'il y a le doublement de la production au niveau de l'abattoir des fermes irlandais. C'est-à-dire qu'on va doubler la production, l'abattage de poulets, de canards, etc. Les fermes irlandais, c'est ici, hein, donc ça n'intéresse pas que Saint-Sauvé. C'est un seul abattoir qui couvre un territoire assez énorme. Donc qui est informé de cette enquête publique? À part quelques conseils municipaux, parce qu'ils ont été saisis de l'enquête publique par la préfecture. Si les conseils municipaux ne font pas la répercussion auprès de leur population, et comme elles le feraient avec quels moyens, c'est pas facile de toucher l'ensemble. Vous dites 600 habitants à Montaut, nous on en a à peu près 700 Maurice. Comment fait-on pour toucher l'ensemble des habitants de la commune pour leur dire il y a une enquête publique qui vous intéresse parce qu'on va doubler la tuerie de volailles sur l'abattoir. Ça pose toute cette question, quoi. Donc les moyens, ça pose la question des moyens. Le mail, c'est bien aussi, hein, si vous avez... Qui le sait? Et moi je vous fais le pari qu'à la fin de l'enquête publique, je vous mets mon billet, le registre qui est ouvert à la mairie de Saint-Sauvé, vous aurez 3 Pékins qui y seront allés parce que voilà. Parce qu'ils connaissent le truc et ça ne servira à rien. Parce que le commissaire enquêteur leur dira, mais de toute façon, c'est une nécessité. Ça, c'est qu'un problème de communication, là. Avec les moyens qu'on a. Le commissaire enquêteur est un voyou, peut-être. Non, j'ai pas dit ça. Et comment faire? Alors, comment faire? Pourquoi tu traduis ça comme ça? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais donne-moi le résultat d'une enquête publique qui a été faite où on a modifié le projet. Pas une. Même pas l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Non, mais alors, que faut-il faire? Quelle solution? Mais s'il n'y a pas l'appui du peuple ou de la population, s'il n'y a pas la masse de la population qui donne son avis, qu'est-ce qu'on va décider? Il y a quelques élus qui vont décider dans un point financier. Notre programme, s'il n'est pas soutenu par l'implication populaire, ne peut pas se mettre en place. Parce que, voilà, il faut bousculer. Et il faut que sur le terrain, il y ait un relais populaire. Moi, je trouve que c'est assez facile d'envoyer l'info. Il faudrait autoriser. C'est facile d'informer à partir de 25% de consultation. Non, pas pourquoi former? Déjà que les informer. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas de diffusion? Vous avez été passionnant, je vous le dis. Très très bien. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas intervenu veut intervenir? Ça, c'est le problème des élus alors. C'est pas le problème des lois ni personne ne va intervenir. Donc, on aurait pu parler bien sûr de l'Europe, des plans B et des petites armées, qui est très important. Le plan B qui est une mesure, une menace, pour négocier le bonnet européen. Mais pour changer la donne, comme pour la République, pour changer la donne, il faut mettre le point sur la table et donc menacer de partir. Plan B pour négocier complètement le plan A parce que je crois que c'est la loi de l'argent qui gère l'Europe avec l'Allemagne qui est gagnante sur le tableau. Donc cette austérité européenne risque de faire dépérir de nombreux petits pays parce que là aussi comme pour une petite commune, c'est les grandes collectivités, les grands pays qui sont riches déjà, ils s'enrichissent et puis les autres. L'Europe va la faire. Ils passent à la trappe.
Il pleut là où que c'est mouillé déjà. Là où que c'est mouillé déjà. Après, bon, on aurait pu parler de la grippe aviaire qui est importante, bien sûr, pour notre territoire, bien sûr. Donc, agriculture intensive, agriculture plus paysanne, plus fermière, etc. Parler des retraites dont nous revenons à 60 ans, parce qu'il y a de plus en plus de retraités qui arrivent avec des côtés à l'âge imposé, l'éducation, vous l'avez évoqué, la culture, 1% du PIB, le numérique, pour les impôts, la fiscalité, 14 tranches au lieu de 5, soit plus lissé, que les hautes classes payent un peu plus, les classes moyennes allégées, etc. Pour les entreprises, un impôt à 25%, Macron aussi le veut ça, parce que les multinationales ne payent plus que moins de 10%, donc les obliger, par la contrainte, trouver des systèmes, les obliger à monter à 25%, comme ça les petites entreprises qui émargent à 33%, eh ben, elles paieraient moins, donc ce serait mieux réparti, donc relancer l'économie avec de l'argent qu'on peut trouver, si on le veut, l'énergie, 19 réacteurs nucléaires qui sont en bout de vie, donc voilà, c'est fini ça aussi. Et il faut développer un plan d'énergie renouvelable. On va aller de plus en plus, je pense, par des systèmes, techniquement c'est possible. Les photovoltaïques par exemple, on peut se le réapproprier soit familialement, soit au niveau local dans les entreprises. On va aller vers cela aussi, au lieu de le réinjecter sans savoir où. L'énergie, les transports, sortie des traités européens jeudi. Donc derrière tout cela, il y a un programme ambitieux, alors utopique peut-être, mais si on parle des véritables causes, il y a des conséquences inéluctables. Dans ce programme, il envisage vraiment ce parcours, qui va des causes réelles aux conséquences. Mais c'est un monde qui est à reconstruire, certainement. Parce que je pense que la rupture de société vient aussi que nos démocraties se sont laissées dépasser par l'invasion technique, qu'on n'a pas maîtrisée, l'invasion de la finance qui est liée à cela, les monopoles techno-financiers qui ont pris la part principale au niveau mondial. Et donc, la BCE jouait, amortir le rôle de la BCE. Et alors, je termine politiquement, si vous voulez, donc, par rapport à ce qui va se passer, c'est nous qui allons constituer le vrai parti de l'opposition à ce programme de Macron. Et le problème, s'il y a des élus PS, ils vont avoir tendance à aller vers le Macron. Ce qui est une catastrophe pour la gauche, pour les valeurs que nous venons d'exprimer. Et donc, Boris Vallaud qui dit le ni par rapport à Macron. Mais ça, c'est l'ambiguïté qui, peu à peu, va entraîner les élus. Marisol Touraine, elle se dit socialiste tout en même temps Macron. Non, mais où est-ce qu'on va là, etc., etc. Et donc, cette technocratie, eh ben, on la voit à travers un énarque qui débarque ici, bien sûr. Pourquoi n'y aurait-il pas eu un Landais, au niveau du PS, qui aurait pu être désigné pour assurer l'avenir au niveau de la députation? Beaucoup de gens ressentent cette arrivée comme quelque chose qui aurait pu être évité. Et que... voilà. C'est un argument à double tranchant. Oui, parce que Mélenchon, il est... C'est un argument à double tranchant. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah, c'est jamais la même chose. J'en sais rien. Quand les gens disent il a été parachuté, c'est exactement les mêmes. Il n'est pas complètement, bien sûr. On s'en fout un peu. On s'en fout. On s'en fout. Non, ça, on s'en fout. On aurait pu trouver... Oui, mais bon. On aurait pu trouver quand même quelqu'un de moins énarque. Oui, voilà, c'est peut-être sur le fait qu'il soit énarque. De toute façon, vous avez pas envie de parce voter que- pour le PS, donc qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il soit énarque ou Landais Mais ou basque ou je sais C'est, pas. madame, c'est dans le cadre de la monarchie présidentielle qui se reproduit dans des baronnies locales. Parce que c'est Manu qui l'a voulu, ça, Non, mais bien sûr. le but du jeu, c'est qu'on vote pour vous. On s'en fout que Ah la non, mais il faut bien PS... quand même, non, parce que le problème va se poser. Dès le pas premier ici, tour, le pas dans problème la salle, va se pas poser. dans la salle. Est-ce qu'on peut faire une union de la gauche? Je pense pas. Avec quelqu'un qui risque d'aller vers le macronisme.
Mais ce qui sera intéressant de savoir, Pour le deuxième tour. Oui. ta position au deuxième tour. Question pour le deuxième tour. Bien sûr. Quelle sera ta position au deuxième tour? C'est intéressant de savoir. Je Moi, j'aimerais savoir. ne prendrai pas la décision seule, mais moi je me poserai les conditions quand même que si c'est quelqu'un qui doit entraîner les valeurs de la gauche vers le macronisme, c'est niette. Mais comment elle sera prise alors ta décision? Pardon? Qu'en est-il Ah ben on va avoir un jour pour la décision, hein, c'est sûr. Après, Enfin, les résultats. qu'en Oui. est-il du PC? Parce que bon, Ah. ça miette un petit peu, je suis désolée, mais bon. Mais non, mais tu as raison, C'est tu as la raison. préoccupation qu'on a, forcément. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous voulez avoir la Je version pensais qu'il y aurait des gens du officieuse ou la PC version qui devaient venir ce soir. Non, on veut pas la version de la concentration, on veut la version Eh oui. du terrain. Oui. Alors, Donc, j'ai Elle est un peu plus compliquée j'ai qu'on le tenté le maximum, Voilà. j'ai tenté au maximum de faire l'union avec le PC de ma conception. Mais, je suis monté à Paris pour la convention législative, on m'a dit niet, et là Mélenchon donc il a rappelé un peu que depuis le mois de janvier, Pierre Laurent avait déjà fixé qu'il n'y aurait pas d'union avec On connaît les éléments de France langage, Insoumise, on les connaît. et que la base, c'est notre programme. C'est la charte à signer La loi pour ne pas anti-corps. faire n'importe quoi. On ne fait plus d'alliance, de bout de comptoir. On maintient notre programme jusqu'au bout. C'est peut-être Pardon Il faut que excessif, mais c'est pas excessif. notre démocratie En fait, meurt ils de l'ambiguïté officiellement, perpétuelle. ils doivent tellement d'argent au PS parce que- qu'ils ne s'allieront jamais avec nous. Qu'a fait le PS C'est aussi depuis bête que ça. De quoi, pardon? J'ai pas entendu. Qu'a fait le PS depuis Ouais, mais- ce mandat? Ok. Il a joué sur cette ambiguïté qu'il a perdue, avec des frondeurs qui avaient des raisons aussi de l'être. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu de clarification idéologique dans ce qu'a fait le PS. Bah, ça veut Et dire donc, il s'est qu'il n'y aura suicidé. pas de dialogue local, quoi. Et donc maintenant, il faut recomposer des forces à gauche sur des bases claires, et ce sera plutôt vers il faut maintenir le cap, ne pas signer quelque chose qui va nous conduire vers la même ambiguïté, confusion d'idées. Moi, je le vois parmi de nombreux élus, on baisse les bras. Et puis on va justifier des choses impossibles, mais on laisse faire des choses qu'on ne devrait pas laisser faire. Mais en clair, pour le deuxième tour, il y aura contact, il y aura discussion. Oh, il y aura contact. Il y aura contact. Oui, bien sûr. Bien sûr, Par c'est contre, contact. ils ne veulent pas Il y aura signer- contact, bien Ils ne sûr. veulent pas signer la loi anticorruption, celle comprend qui rien au dit second que tu ne peux pas avoir Il y aura de conflit contact. d'intérêt, C'est tu pas ne peux simple, le faire second tour. travailler, Il tu y aura dois contact avoir- Ça va être avec facile. tout le monde. C'est aussi bête que ça. Ah, le Après, PC il y a aussi et le Valon. conflit d'intérêt avec le PS local, Seulement. parce que Emmanuel Ouais, après, oui, 40 ans, enfin, il y a donc il y avait déjà la l'écolo main aussi, dessus. oui, bien sûr. Et Je sais pas trop, je sais pas. Non, mais parce que Voilà. la question Donc, de... l'histoire du PC, On est c'est que, divisé, dans les gens, c'est sûr. on est comme divisé. dans d'autres régions, il y en a 3 régions en France où on a un gros problème avec le PC, puisque dans les autres divisé. circonscriptions Non, mais je sais bien. se suppriment, donc s'enlèvent d'eux-mêmes. Avec Le les rapport national. républicains, Chez nous, non, parce que le PS Oh, a le vote utile, la main non, ça sur le suffit, le vote PC. utile. Non, Le non. problème, il est là. c'est Dans que le cas de quand figure actuel, le vote ce utile genre de n'a plus de corruption sens. entre eux, il n'y aura pas de Il n'a pas de sens, le Voilà. vote utile. C'est tout, c'est pas... C'est tout pourri, quoi, entre guillemets. Avec C'est une trop charte, pourri. une loi anticorruption, c'est quand même bien. C'est pas compliqué. Aucun À conflit juste d'intérêt. cas de figure, complètement. Le problème, Avec des programmes. T'as la dérive, quoi. D'accord, mais nous on n'y a pas été. On va avoir le Ah, mais on vote. n'a pas à aboutir, ça sert à rien, c'est que des commissions, c'est que des bouts de En tout cas, je vous remercie tous. Je pense que vous avez trouvé le compte dans ce réunion ouverte très bien. Alors écoutez, on a... Oui, non.